comme le titre de l'activité l'indique, donc relire et enseigner. La discussion portera donc d'une part sur la lecture ou sur la relecture qu'on peut faire d'une œuvre au-delà des discours parfois convenus, véhiculés, repris depuis de longues années, donc sur des possibles réinterprétations de l'œuvre en fonction des recherches, mais aussi des préoccupations récentes, des préoccupations actuelles. Donc, relire et enseigner. Donc, d'autre part, donc, la rencontre portera sur la manière d'enseigner cette œuvre dans les perspectives du LIREL, qui sont les nôtres au LIREL, donc, c'est-à-dire en sortant des simples balises de l'interprétation savante, neutre, objective, qui conduit, le plus souvent à la dissertation ou à l'analyse littéraire, et plutôt donc en prenant en considération l'expérience de lecture du sujet lecteur, en ce que la lecture d'une œuvre peut amener à l'étudiant comme connaissance, certes, mais aussi comme enrichissement de son imaginaire, de sa sensibilité, de son jugement et de sa langue. Donc, plus concrètement, le format de la rencontre d'aujourd'hui, puis ça ne veut pas dire que ce sera toujours le même format, ça dépendra des participants aux rencontres. Donc, le format de la rencontre d'aujourd'hui sera celui d'une discussion d'environ 90 minutes, 1h30, qui va se dérouler en 3 temps. Donc, d'abord, pourquoi enseigner refus global? Donc, quelle est sa pertinence aujourd'hui? Comment peut-on en renouveler la lecture? Ensuite, comment enseigner refus global? Et ce sera là l'occasion pour chacun de nous 3, donc, de vous présenter quelques expérimentations concrètes qu'on a fait en classe avec refus global. Et enfin, on va ouvrir la discussion sur les enjeux que pose l'enseignement de refus global. Et là, ça dépendra d'où nous aura emmené la discussion. Ce sera une discussion plus libre entre nous 3 avant qu'on ouvre donc à vos questions. Donc, on a prévu un 45 minutes, 1 heure là, à la fin pour répondre aux questions. Sachez aussi, donc c'est important, là, je vois que Karine l'a fait, merci Karine, que cette rencontre est enregistrée et elle sera disponible sur notre site dès qu'on aura fait le traitement de la rencontre. Donc, avant de commencer, peut-être quelques éléments de contexte qui expliquent pourquoi on parle aujourd'hui de refus global. Donc, évidemment, 2023, c'est l'année du 75e anniversaire de la parution du manifeste. Cet été, le lancement de Refus global a été désigné comme un événement historique inclus au registre du patrimoine culturel du Québec. C'est très officiel. De même que Paul-Émile Bordua, Jean-Paul Riopel et Marcel Ferron, qui ont été donc désignés personnages historiques. Mais au-delà de ça, dans le domaine de l'enseignement, on constate depuis 2017 qu'on a eu droit à 3 nouvelles rééditions du texte de Bordua, donc qui sont destinées au moins en partie aux profs de cégep. Donc, il y a celle du Bleu du ciel d'abord, puis celle chez Alia en France et plus récemment celle chez Boréal. Donc, on pourra revenir, là, si ça vous intéresse, à ces différentes rééditions, à leur potentiel dans l'enseignement. Mais néanmoins, le fait qu'on a comme ça 3 republications là, dans les 5 dernières années, ça me semble révélateur d'un certain désir de sortir des extraits convenus qu'on trouve souvent dans les manuels pour retourner au texte original. Et donc, dans cette perspective, les présentations qu'on va vous proposer aujourd'hui visent aussi, donc, comme je le disais, à sortir des lectures convenues du manifeste pour en faire voir des aspects nouveaux, des aspects différents. Et donc, peut-être avant de commencer, là, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec le discours convenu sur refus global, le plus communément, refus global est présenté et enseigné comme un texte rédigé par Paul-Émile Bordua, co-signé par 15 co-signataires qui sont les membres du groupe automatiste. Et on dit de refus global que c'est un texte publié en pleine grande noirceur du pléciste et qu'il dénonce le cléricalisme et le conservatisme de la société pour la faire entrer dans la modernité. Donc, en ce sens, refus global annoncerait de façon quelque peu prémonitoire la Révolution tranquille. C'est donc l'interprétation la plus communément admise de ce texte, et bien qu'elle soit vraie et surtout fort efficace dans l'enseignement par la vision dichotomique des choses qu'elle propose, cette interprétation nous semble manquer de nuances et ne pas prendre notamment en considération les travaux récents en historiographie québécoise qui montrent bien que la dite
grande noirceur n'était ni si grande ni si noire. Et donc, nous sommes aussi d'avis que présenter Refus global ainsi en fait un peu un document permettant d'expliquer un moment de l'histoire québécoise, mais qui en réduit la portée. Donc, comme si son importance aujourd'hui ne serait qu'historique, comme un nom, une date à retenir dans l'histoire culturelle du Québec, et non comme une œuvre qui peut encore nous permettre de penser notre monde ou notre façon de l'habiter. Donc, tout ceci m'amène à ma première question que je poserai à mes distingués collègues, donc, et qui me permettra aussi de les présenter par le fait même à tour de rôle. Donc, pourquoi enseigner Refus global aujourd'hui? En quoi est-ce que le texte, en quoi est-ce un texte que nous avons envie, ou une œuvre que nous avons envie de transmettre ou de faire découvrir à nos étudiants? Donc, si vous le voulez bien, je commencerai peut-être avec Étienne. On va y aller avec l'ordre alphabétique. Donc, je vous présente Étienne Beaulieu, écrivain, professeur, éditeur. Il dirige les éditions Nota Bene, les éditions Varia, et il enseigne la littérature au Cégep de Drummondville, en plus d'être directeur général et artistique des correspondances d'Eastman. Il a fait paraître en France et au Québec plusieurs livres, dont Sang et lumière, L'âme littéraire, Trop de lumière pour Samuel Gasca, Splendeur au bois Beckett, Les rêves du Hookpick et tout récemment 1508, La traversée du vide. Ces livres ont été récipiendaires de plusieurs prix, dont le prix Jacques Cartier des villes de Montréal et de Lyon, le Grand Prix de la ville de Sherbrooke, le prix Alfred Desrochers, le prix Alphonse Desjardins et le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région de l'Estrie. Et donc, ces deux dernières récompenses ont couronné l'ouvrage La pomme et l'étoile. Je ne peux pas m'empêcher de montrer. Qui nous intéresse particulièrement ici, puisqu'il s'agit d'un essai sur Paul-Émile Bordua et Osias Leduc, qui interroge notamment le rapport maître-élève et la relation au territoire. Donc, ce qui explique pourquoi j'ai demandé à Étienne de se joindre à cette table ronde et de nous parler un peu de son rapport à Refus global. Donc, Étienne, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sophie. C'est un peu intimidant de se faire présenter comme ça. C'est surtout par une aussi grande spécialiste de refus global de Paul-Émile Bordua. C'est tout un honneur. Merci beaucoup. Donc, oui, c'est la première fois que j'interviens au LIREL. Je suis très heureux de ça parce que c'est la question de la pédagogie au collégial, puis de toute la manière dont on enseigne les textes, là, ça me fascine. Moi, j'ai eu 1000 occasions de quitter l'enseignement, puis j'y suis revenu toujours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Refus global en particulier. Oui, j'ai fait La pomme et l'étoile en revenant sur ce grand texte-là parce que je me suis rendu compte que c'est un texte qui avait été absolument marquant de manière individuelle comme écrivain, là. Mais j'étais passé par, je me suis rendu compte que, en faisant le retour, que je suis arrivé à Refus global, moi, par Pierre Vadeboncoeur. Donc, c'est-à-dire par la ligne du risque que j'ai rencontrée quand j'avais 16 ans. Je me rappelle encore au Colisée du Livre, là, dans une espèce de petite salle, là. Je suis tombé sur ce texte-là. Donc, je me suis rendu compte que ce texte-là, pour moi, il fait partie d'un étoilement d'autres textes. Et ça, c'est de ceux qui sont clairement l'essai québécois. Puis à ce titre-là, ça fait 25 ans que je défends l'essai québécois partout sur toutes les tribunes. Pour moi, Refus global, on ne peut pas passer à côté. C'est absolument capital. Je dirais même c'est le cœur battant qui innerve à peu près tous les secteurs de l'essai québécois, même au rebours, c'est-à-dire qui éclaire, par exemple, des œuvres comme celle de Lionel Groulx, même, ou celle de Arthur Buis. Donc, tu sais, c'est quand même central comme perspective. Donc, je pense que, puis aussi, bah, ça, c'est d'un point de vue historique, j'irais même jusqu'à dire, Refus global, c'est le texte de ce que moi j'appelle, ça c'est ma vision des choses, la troisième vague identitaire canadienne-française, c'est-à-dire, je veux dire québécoise, là, mais dans le premier temps des Français, ensuite des textes importants. Ensuite, de la vague canadienne-française, je pense au texte de Chevalier de Lorimier, Papineau, etc. Puis la troisième vague, il est absolument majeur, ce texte-là. Donc, peut-être que les rééditions, je pose ça comme hypothèse, les rééditions récentes de Refus global montrent qu'il y a comme un appel d'air vers un grand texte d'une quatrième vague de tout ça, comme si tout à coup il était temps de clore un cycle. Je pose ça comme hypothèse, mais on aura le temps d'en parler. Comme écrivain, comme essayiste, je suis attaché à ce texte-là aussi parce que c'est un essai majeur. Il y a une manière, il y a une prise de parole qui est absolument vigoureuse, énergique, qui est une prise de parole
typiquement essayistique. J'aurai l'occasion d'en venir. Je trouve que tu dis dans ta présentation, Sophie, que ça pose problème à beaucoup d'étudiants. Moi, je trouve que pédagogiquement, ça passe très, très bien, ce texte-là, parce que justement, ça répond très, très bien à plein de critères. Tu sais, les étudiants aiment ça, là, quand ça répond. Tu sais, on peut le mettre dans. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont assez faciles à enseigner du point de vue juste de l'énonciation, la manière dont Paul-Émile Bourdieu pose sa voix dans le texte. Après ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de complications historiques dans lesquelles je vous avoue bien humblement que souvent, je me rends pas dans ce maquis-là parce que je veux pas les mêler. Voilà. Donc, il y a un souci pratique aussi et pédagogique là-dedans. Merci, j'aime ça. J'ai hâte de voir, d'entrer dans l'enseignement pour justement sur la difficulté du texte. Et donc, bon, Étienne, tu me dis que c'est pas si difficile, c'est fascinant. On n'a peut-être pas la même expérience d'enseignement, quoique ça fonctionne très bien, en effet. Parfait. Donc maintenant, Caroline Rousse, je vous la présente en quelques mots avant de lui céder la parole. Donc, elle enseigne la littérature au Collège Montmorency depuis 1995, donc que ce soit donc en formation générale ou dans le profil lettres. Elle a également une expérience en organisation d'événements. Elle a été co-commissaire de l'exposition Refus, Dissidence et Renouveau présentée au Collège Montmorency durant la Semaine des Arts 2017 où l'on pouvait, si je ne m'abuse, voir un exemplaire de Refus global ayant appartenu à Claude Gauvreau. Bon, cette exposition a aussi fait la tournée dans plusieurs cégeps et maisons de la culture. Caroline Rousse a également été coordonnatrice de la Semaine des Arts en 2018 et co-commissaire de l'exposition sur l'architecture de Montréal de Ville-Marie à demain qui a eu lieu à la Place des Arts dans le cadre des célébrations officielles du 375e anniversaire de la ville. Donc, Caroline, pourquoi enseigner Refus global? Tu vas devoir ouvrir ton micro. J'ai perdu l'habitude de ces rencontres sur Teams, désolée, hein, depuis que j'ai retrouvé l'enseignement en vrai. J'essaie d'oublier ça. Alors, bonjour tout le monde. Ben, merci beaucoup, Sophie, de cette présentation. Et ben, je me posais justement la question, pourquoi Sophie m'a demandé de faire cette présentation-là? Parce que je ne me considère vraiment pas comme une experte du refus global. Mais c'est vrai que c'est un texte coup de cœur quand même qui partage ma vie depuis très, très longtemps. Et à chaque fois que je l'enseigne, c'est à peu près, je dirais, aux 2-3 ans là, que je donne le cours de littérature québécoise, peut-être 3-4 ans même. Là, ça fait un petit bout là, que je ne l'ai pas donné. Mais je me repose toujours la question, comment je vais parler de ce texte qui, à mon avis, tout comme pour Étienne, c'est vraiment au cœur là, de mon cours. Je trouve que l'enseigner aujourd'hui, moi, je vois quelques difficultés. Ben, d'abord, justement, du point de vue de l'histoire, mes étudiants ont très peu de connaissances au niveau historique, mais surtout parce que, par exemple, si je regarde l'ensemble de ma classe, j'ai beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration et qui n'ont pas les mêmes références culturelles, voire religieuses que nous. Donc, évidemment, il faut repartir parfois de loin. Donc, quand je vais faire ma présentation tout à l'heure, je vais montrer un peu que, justement, pour parler de refus global, et de son style aussi d'écriture, de cette langue qui est très riche, je trouve, très imagée, très métaphorique chez Bordua. Mais je pars d'un texte de Claude-Henri Grignon, là, qui est dans un autre registre complètement. Donc, puisque j'aborde un pamphlet de Vendôme qui est la langue de l'invective, qui est très directe. Bon. Et je m'amuse un peu avec ça parce que c'est des textes qui sont à 10 ans d'intervalle. Mais ça me permet, en fait, par la suite, sans dénigrer Grignon, là, quand même, de montrer la richesse de la langue de Bordua et aussi cette approche qu'il avait qui est tout à fait artistique à mon avis. Je le présente vraiment comme un manifeste artistique, beaucoup plus que un texte qui veut changer le monde ou en fait toute la population au Québec. C'est sûr qu'il y a des revendications, mais à mon avis, sont beaucoup plus proches du monde artistique et culturel. Donc, évidemment, je m'amuse à passer à travers ce texte-là en essayant de faire comprendre aux étudiants comment a été peut-être écrit ou pensé ce texte-là au niveau de sa langue en tant que telle et non pas au niveau de sa portée historique éventuelle. Mais Étienne, j'écoutais ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que, bon, c'est un essai là, évidemment incontournable, c'est presque un point central, puis on peut même rattacher des choses qui se sont faites dans le passé. Bien, justement, c'est un peu comme ça qu'on avait pensé notre exposition où, effectivement, on avait
l'exemplaire personnel de Claude Gauvreau à cette exposition-là. Je l'ai eu dans ma main en plus, ça a été un moment assez important. Et donc, justement, on avait tissé autour du refus global tout ce qui venait avant et qui fait s'y rattacher à ce texte-là et tout ce qui avait comme portée au niveau de l'influence, pas juste de l'essai, mais aussi d'autres types de textes littéraires, même de la poésie. Donc, on avait trouvé ça intéressant de le mettre au cœur, justement, de l'exposition. Les étudiants avaient beaucoup, finalement, aimé le texte, même si de prime abord, quand je leur fais lire le texte là, du premier jet, ils ne comprennent rien. On va le dire tout de suite. Quand je leur pose, c'est la première question que je leur pose. Qu'est-ce que vous avez compris de ce texte? Est-ce que vous avez compris ce texte? Et la plupart de mes étudiants me disent, Madame, on n'a rien compris du texte. Là. Il va falloir nous aider. Donc, évidemment, c'est là que va venir, on va prendre en compte les activités pédagogiques qui vont peut-être permettre d'éclairer un peu la lanterne des étudiants. Merci. Donc, on a à la fois la version essayistique, artistique, esthétique, donc déjà tout plein d'intérêts pour Refus Global. Bon, c'est là qu'arrive le moment un peu étrange où je me présente. Donc, déjà, je me suis un peu présentée au début. Co-directrice scientifique du LIREL. Étienne a un peu évoqué mes travaux là, sur Refus Global. J'enseigne présentement là, au Collège Lionel Groulx. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la réception critique du recueil Refus Global, ce qui a donné lieu donc, en 2017 à la parution du livre Refus Global, histoire d'une réception partielle aux presses de l'Université de Montréal. Et j'ai également signé là, récemment la préface de la réédition chez Boréal du texte de Bordua. Et donc, pour moi, bien sûr, Refus Global, c'est une œuvre, un peu comme pour mes deux collègues, importante dans l'histoire du Québec, bon, par sa dimension patrimoniale. Et donc, si je m'arrête uniquement là, au but, à un des objectifs de la formation générale, qui est de transmettre un fonds culturel commun à nos étudiants, bon, je suis d'avis que Refus Global fait partie ou doit faire partie de ce fonds culturel commun, d'autant plus que l'œuvre revient fréquemment dans l'actualité, en tous les 5 ans à tout le moins. Donc, quand il y a des anniversaires de la parution, donc cette année, on en a beaucoup parlé notamment. Mais au-delà de cette dimension historique, hein, dont j'ai parlé un peu en introduction, qui vient réifier l'objet, pardon, bon. Pour moi, Refus Global demeure pertinent parce que, et c'est un peu comme ça que je le présente à mes étudiants, donc ce qui est mis en cause dans Refus Global, c'est pas pour moi en premier lieu la mainmise de l'État ou de l'Église sur la culture ou la chape de plomb de la soi-disant grande noirceur. Mais ce qui est mis en cause réellement, c'est la civilisation chrétienne occidentale basée sur la raison et sur l'intention. Et cette société-là, c'est encore la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire une société qui, dans l'accomplissement d'une action, donne la priorité au but, à l'objectif à atteindre, l'intention et au processus rationnel qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, qui donne la priorité au but plutôt qu'au processus ou au désir qui initie cette action. Une société menée par la raison et l'intention telle que décrite dans Refus Global, c'est une société qui, par exemple, fait de la diplomation l'objectif ultime des études supérieures au détriment de l'expérience vécue, des connaissances acquises dans le cadre de la formation, je dirais de la formation générale par le fait même. Et donc, c'est encore la société dans laquelle on vit. Hein. Bon, les automatistes, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme bien d'autres intellectuels de l'époque, s'interrogent sur cette idéologie de la science et du progrès à tout prix sans considération éthique. Et on est encore, hein, je crois bien, dans cette logique-là. J'en prends pour preuve un passage que je cite fréquemment ces temps-ci, donc vous l'avez peut-être déjà entendu. Si vous m'avez entendu parler de ça, c'est à la page 44 de l'édition chez Boréal. Donc, la méthode, entendre la méthode, le progrès, la méthode rationnelle, introduit le progrès imminent dans le limité. La décadence se fait aimable et nécessaire. Elle favorise la naissance de nos souples machines au déplacement vertigineux. Elle permet de passer la camisole de force à nos rivières tumultueuses en attendant la désintégration à volonté de la planète. Donc, le progrès, la science nous amène à détruire la planète. Je pense qu'on est
Donc, c'est tout à fait pertinent encore aujourd'hui. Nos instruments scientifiques nous donnent d'extraordinaires moyens d'investigation, de contrôle des trop petits, trop rapides, trop vibrants, trop lents ou trop grands pour nous. Notre raison permet l'envahissement du monde, mais d'un monde où nous avons perdu notre unité. Et donc, sans diaboliser la science ou le progrès, je pense qu'il y a des réflexions qu'on peut se faire à partir d'une citation comme celle-là, à partir de la conception que présentent Bourdieu et les automatistes dans Refus global. Donc, dans cette société-là, qui se pense d'abord en termes de progrès rationnel, les automatistes proposent de refuser de n'agir qu'en fonction d'un objectif prédéterminé, pour se donner le droit d'agir par impulsion, par passion, par spontanéité, par instinct, voire par foi ou par croyance, parce que, bon, si les automatistes condamnent le cléricalisme, ils ne condamnent pas nécessairement la foi en tant que telle, au sens où elle est une pulsion intérieure, authentique, et non un outil aux mains d'une institution. Donc, je reviendrai, là, c'est un peu, j'aborde ça en parallèle avec la peur de Jean-Charles Harvey. Et donc, ce qui est proposé dans Refus global, c'est, je cite, de renouveler les fondements de notre sensibilité et de permettre à l'homme de s'épanouir dans la plénitude de ses dons individuels. Et ces dons-là ne sont pas que rationnels, ils sont aussi émotifs, sensibles, artistiques, ce qui rejoint tout à fait les préoccupations du LIREL dans notre enseignement, mais aussi ce qui rejoint plusieurs de nos étudiants. Et ça, je pense que je réussis à aller les chercher quand je leur explique ça, notamment les étudiants les plus faibles, qui souvent reprochent au système scolaire de ne mesurer que l'intelligence rationnelle. Et donc, j'ai l'impression que ce type de discours qui valorise l'intelligence sensible ou artistique. Donc, ce type de discours-là, même s'il n'est pas facile d'accès, on va y revenir, peut rejoindre des étudiants qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la quête de performance académique qu'on demande aux collégiales. Donc, voilà pourquoi, pour moi, ce texte demeure pertinent et doit être enseigné. On en arrive donc à notre deuxième tour de table qui nous plongera donc plus directement dans l'enseignement de Refus global en classe. Donc, on va faire un nouveau tour de table, comme je le disais, tour d'écran, donc de 10-15 minutes à peu près par personne, qui va nous présenter des activités ou des séquences didactiques faites en classe ou envisagées, parce qu'on a le droit aussi de rêver, autour de Refus global. Je vous précise que donc pour alléger les présentations, on ne fera pas nécessairement de partage d'écran, mais il y a certaines consignes et documents qui ont été déposés sur notre site, donc sur la page là, où vous êtes connecté, sur la page de l'événement. Vous pourrez donc consulter ces consignes-là et donc pendant les présentations ou par la suite, selon ce qui vous convient. Donc, je vais donner la parole cette fois-ci d'abord à Caroline, si elle le veut bien, puis qui va nous parler de comment elle enseigne Refus global. Alors, ben oui, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, donc je le renouvelle constamment. À chaque fois, je me pose toujours la question, comment je vais, excusez l'expression, mais entrer dans ce texte ou faire entrer mes étudiants dans ce texte. Là, je vais juste m'excuser, mais mon chat participe à la réunion et il est sur mes papiers, donc si vous voulez juste le pousser un petit peu. Désolée. Alors, je pense qu'il s'ennuyait des présentations sur Teams, justement, parce que... Bon, alors, j'ai préparé un petit plan de match, là, parce que je me disais, mon Dieu, comment j'aborde ce texte? Il y a tellement de choses à faire. J'ai tellement fait d'activités différentes. Alors, si vous voulez vous y référer, il y a un petit tableau que j'ai préparé qui s'appelle « Activités pédagogiques ». Et dans ce tableau, donc, qui est sur le site, il y a deux sections, la section « Tout le groupe » et la section « Sous-groupe » de 4-5 étudiants, parce que j'aime beaucoup faire travailler ce texte-là en sous-groupe. Puis après ça, on revient dans le grand groupe pour voir qu'est-ce que mes étudiants ont trouvé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la première chose que je fais, évidemment, je demande à mes étudiants de lire le texte de Paul-Émile Borduas et je pose la première question, ce sera toujours qu'est-ce que vous comprenez de ce texte? Est-ce que vous avez compris ce texte? Et évidemment, pour aborder ce texte, il faut que je vois s'ils ont compris quelque chose. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent, pour eux, c'est comme un trop-plein. Il y a trop de métaphores, il y a trop de liens avec l'histoire qu'ils ne connaissent pas.
bon, et ainsi de suite. Je leur pose aussi des questions sur la forme, comment est écrit le texte. Et ce qu'ils me disent, ils me répondent toujours de manière obscure, madame. C'est un petit peu obscur, on ne comprend pas. Je dois remonter un petit peu en arrière parce que quand j'aborde le refus global, c'est ça, je l'aborde toujours en ayant fait lire d'abord le manifeste de Val-d'Ombre de Claude-Henri Grignon, le texte de 1936-37, qu'il avait écrit un peu en hommage aux patriotes là, de 1837, donc 100 ans plus tard. Et quand je fais lire ce texte-là, je le fais en toute connaissance de cause parce qu'il est vraiment assez xénophobe, assez raciste, assez radical, Grignon, dans ce texte. Et je vous rappelle que dans ma classe, j'ai vraiment des gens qui sont issus de toutes sortes d'endroits. Et donc, ils se reconnaissent là-dedans comme les étrangers et tout ça, alors qu'évidemment, Grignon parle surtout dans son texte des Anglais et des Juifs. C'est vraiment ça qu'il va nommer, ces personnes-là qu'il va nommer dans son texte. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce texte, là, il est quand même assez virulent. Moi, je dis toujours que c'est trempé dans le vitriol un peu, sa plume. Et donc, qu'est-ce que je vais aller chercher dans le texte de Grignon? Donc, vous pouvez le consulter. D'ailleurs, je l'avais mis en ligne aussi. Sophie l'a mis en ligne plutôt. Donc, je leur demande d'aller voir un peu, c'est quoi pour eux l'idéologie? Pour lui, en fait, l'idéologie de conservation. Ensuite, je leur demande de cibler un peu la forme du texte. Alors, par exemple, il y a vraiment le ton de l'invective, un ton très polémique, ce qu'on ne va pas retrouver chez Bordua. Alors, c'est pour ça que je le fais travailler comme ça au début. Beaucoup d'agressivité verbale dans le texte de Val-d'Ombre. C'est un texte qui est très direct, qui interpelle des gens directement, qui est clair, qui va au but, puis qui présente beaucoup d'attaques envers des groupes très ciblés. Alors, je leur demande toujours à qui s'adresse ce texte. Et Grignon le dit lui-même, ça s'adresse à mes abonnés. Il y a à peu près 3000 abonnés à ce moment-là qui vont lire ce texte-là. Mais évidemment, on va ratisser plus large au niveau de à qui s'adresse ce texte parce que, bon, certainement que ça s'adresse aux politiciens. Il y a une dent contre Duplessis à ce moment-là. Donc, ça ne va pas bien là, pour Grignon dans le Québec. Il s'adresse spécifiquement, je dirais, à la population canadienne-française, les gens humbles généralement. Il va aborder quel thème? Donc, évidemment, je pose cette question-là. Alors, pour lui, et là, on va voir tout de suite la différence avec Bordua, c'est la religion salvatrice, évidemment, beaucoup de conservatisme, l'antipatriotisme, le passé et les fondateurs du pays, qui va beaucoup mettre de l'avant. Il va aussi pointer du doigt les étrangers, et je le paraphrase, qui défont le pays, hein, c'est ce qu'il écrit. Et là, je leur fais relever, par exemple, les champs lexicaux pour aller chercher tous ces éléments-là dans le texte de Grignon. Puis ce ne sera pas long, j'arrive au refus global. Là. Ça permet donc d'entamer une discussion sur la position de cet auteur-là, sa démarche, mais aussi sa xénophobie d'une certaine manière. Donc, ça touche au cœur mes étudiants. Et pourquoi je fais ça? C'est justement parce que ça va me permettre, en fait, de montrer comment Bordua est tellement plus ouvert d'esprit, comment il va un peu défaire chacun des points de Grignon d'une certaine manière qu'on aura vu. Alors, on va tenter quand même d'expliquer la position de Grignon dans ce monde-là. Puis, ça choque beaucoup mes étudiants parce que dans le texte, Grignon va même se dire en fait, c'est quoi les pistes de solutions pour que le Québec aille mieux? Puis il va même envisager le fascisme. Donc, évidemment, on est avant la Deuxième Guerre mondiale. On est avant ce qui s'est passé, bon, la découverte des camps de concentration et tout ça. Est-ce que Grignon va continuer d'écrire de la même manière après? Oui, mais il va peut-être amener un petit bémol quand même. Il va peut-être adoucir un peu sa plume. Donc, évidemment, ça choque mes étudiants profondément. Ils n'en reviennent pas. Alors là, ça me permet effectivement d'arriver avec le refus global. Et donc, ça me fait plaisir d'arriver avec ce texte parce que justement, là, mes étudiants, je vais pouvoir leur dire, on va comparer, on va voir un peu c'est quoi la vision, c'est quoi la manière d'écrire. Alors, moi, je privilégie beaucoup la lecture à haute voix de ce texte-là parce que je pense qu'il mérite d'être entendu. La langue est tellement riche, elle est tellement belle. Je trouve que mes étudiants lisent pas bien. Je m'excuse de dire ça, mais ils lisent vraiment pas en écoutant la langue. Alors, je trouve ça important de lire le texte à voix haute. Pour moi, ça a un peu la même valeur que je travaille beaucoup le manifeste d'Ada dans un de mes cours aussi de Tristan Tzara, et c'est aussi un texte qu'il faut lire à voix haute. Je pense qu'il y a des textes comme ça qui ont plus de portée encore quand on les entend, quand on entend la beauté de cette langue-là.
Évidemment, Bordua, je trouve qu'il propose aussi des images fortes qui vont peut-être être plus saisissantes. Bon, alors, mis à part ça, une fois qu'on a lu le texte, donc je reviens à ma première question, comprenez-vous ce texte ou que comprenez-vous de ce texte? Alors, souvent, les étudiants vont se dire, ben, si je compare au texte de Grignon, je le comprends moins, définitivement, parce que Grignon est tellement direct, il utilise des mots qui sont beaucoup plus simples pour eux et ils sont habitués à des langues, à une langue plus agressive. Là, de toute façon, on le voit dans les médias sociaux. Alors, pour eux, c'est tout à fait normal de s'exprimer comme ça. Mais en même temps, ben, le propos est un peu anormal pour eux, là, parce qu'évidemment, c'est très raciste. Alors là, je les ramène au refus global, puis ils se disent, ben, la difficulté, c'est qu'ils vont me dire pourquoi. C'est très littéraire, il y a beaucoup de figures de style qui leur apparaissent obscures, il y a une méconnaissance du contexte socio-historique et culturel, ils n'ont pas du tout un bagage littéraire qui leur permet peut-être d'affronter bien ce texte-là. Alors, là, par la suite, je vais demander, bien, pourquoi vous pensez que votre facilité à comprendre le texte de Grignon, il est plus là que le texte de Bordua? Est-ce que c'est lié à la forme, d'après vous? Alors, ils vont généralement me répondre oui, ils vont me donner quelques exemples. Moi, je comprends mieux le texte de Grignon pour telle raison, je comprends moins le texte de Bordua parce que, par exemple, dans tel passage, vous voyez, je ne comprends absolument pas ce qu'il veut dire. Donc, là, à partir de là, ben, je vais faire des activités en groupe. Alors, je prends le texte de Bordua et je fais des séparations. Donc, vous avez d'ailleurs mes séparations dans mon plan, là, justement. Et là, ce que je fais, c'est que pour chaque équipe qui est formée de 4-5 personnes dans la classe, là, je rappelle que j'ai 42 étudiants par classe, donc j'ai pas mal de monde pour faire bien des équipes. Donc, on peut faire des équipes de 3 aussi, là, ça dépend. Je les laisse pas mal libres. Et là, je leur donne, chaque équipe va avoir une partie du texte sur lequel ils doivent travailler et ils doivent faire 2 choses, en fait. Bien, essayer d'interpréter, de comprendre et éventuellement d'expliquer ce que ça veut dire, puis essayer aussi d'expliquer la forme du texte. Alors, si par exemple, il y a des procédés d'écriture qu'ils retrouvent là-dedans, il faut qu'ils essaient de m'expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et après ça, on revient dans une discussion en grand groupe et là, ils donnent leurs réponses. Puis pendant qu'ils donnent leurs réponses, évidemment, on travaille tous ensemble à dire, est-ce que c'est vraiment ça que tous les autres avaient compris? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites? Est-ce qu'on peut amener un autre éclairage? Est-ce qu'on peut préciser certaines choses? Et c'est comme ça, finalement, qu'on réussit à passer à travers une bonne partie du texte et à un peu éclairer la lanterne des étudiants. Ensuite, j'entame une discussion sur la différence entre les textes de Grignon et de Bordua. Je vais prendre mes petits, donc strictement du point de vue de la forme, pour un peu leur faire dire que qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans le texte de Bordua, comment est présenté ce texte-là, pourquoi Bordua, peut-être, selon eux, n'a pas une langue aussi claire que Grignon. Alors ça, c'est évidemment une discussion qu'on fait en groupe. Puis après ça, je leur demande de faire 2 colonnes puis de me montrer, en fait, en allant vraiment analyser les mots, la langue de Grignon, c'est ça, voici les expressions qu'il utilise, voici la tonalité qu'il utilise, voici quelques exemples de figures de style, par exemple, qu'il utilise, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va retrouver chez Bordua. Puis c'est drôle parce que si je regarde, par exemple, juste au niveau des métaphores qui sont utilisées de part et d'autre, des fois, il y en a qui se rejoignent. Je prends un exemple. À un moment donné, Grignon parle de la lumière. La seule lumière, c'est la religion catholique. Donc, pour lui, il y a une seule lumière, elle est une et unique, et c'est la religion catholique. Et de l'autre côté, si je prends le texte de Bordua, ceux qui sont éclairants, qui éclairent, c'est les poètes maudits. Donc, évidemment, on se rend compte qu'il y a vraiment 2 registres complètement différents, mais ils utilisent quand même le même type de métaphore, mais pour illustrer un message complètement différent. Puis ça, les étudiants, ils trouvent ça bien intéressant de voir parce qu'ils ont de la misère avec les figures de style aussi. Donc, je les fais travailler à ce niveau-là, puis je leur dis, voyez, on peut faire dire quelque chose de complètement différent avec le même type de métaphore, ou presque, mais en fait, le message, au bout du compte, est complètement différent. Alors, je leur dis, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'il veut dire, Bordua, par ce qui nous éclaire, c'est les poètes maudits. Et là, on peut entamer une discussion là-dessus, évidemment. Et ça permet de voir déjà une ouverture vers l'étranger, par exemple, puisque, évidemment, Bordua parle beaucoup des voyages en Europe, de sa découverte de toutes sortes de textes qui étaient interdits au Québec à l'époque. Et bon, là, ça me permet de parler justement de la censure au Québec et comment ils vivaient, les artistes
cette censure-là, comment ils se sentaient très brimés, et ainsi de suite. Et ça, c'est une discussion que je trouve bien intéressante parce que justement, la censure, ils ne voient pas que c'est présent aujourd'hui, alors qu'il y en a encore de la censure, là, on le sait. Mais je veux dire, pour eux, c'est quelque chose qui est comme oublié, ça n'existe plus, on peut tout dire, on peut tout lire, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a encore des choses qui sont censurées aujourd'hui. Donc, on peut avoir cette discussion-là. Après ça, on travaille la comparaison des thèmes. Alors, j'ai établi une liste de thèmes, je vais juste les dire rapidement. Donc, la vision de la religion de part et d'autre, la vision de la jeunesse, parce que les deux textes parlent de la jeunesse et les deux voient la jeunesse de la même manière. Ça aussi, c'est intéressant de le dire, comme étant le porte-flambeau de l'avenir. C'est sûr que pour Grignon et pour Bordua, ils ne voient pas ce que la jeunesse va concrétiser de la même manière, mais quand même, les deux ont vraiment beaucoup d'espoir en la jeunesse. La vision de l'évolution de la société, la vision des Canadiens français, la vision de l'étranger et des étrangers, évidemment, la vision du passé, du présent et de l'avenir. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent se comparer entre les deux textes. La vision de l'évolution et du progrès, la vision de l'éducation et de l'art, la vision de l'ouverture sur le monde. Donc, en gros, ça fait beaucoup de différents thèmes qu'on peut travailler. Et là, encore une fois, je fais l'activité en sous-groupe. J'attribue 1 ou 2 thèmes à chacune des équipes et là, je leur dis, bon, dans le texte, comment on trouve ça? Alors là, il faut vraiment qu'ils aient trouvé comment on parle de ces aspects-là dans le texte et on se remet encore une fois à expliquer tout ça. Donc, ça permet de faire des comparaisons, mais pour moi, cette comparaison-là m'aide beaucoup à mieux expliquer le texte refus global. C'est pas mal ça, je vous dirais, que je fais généralement. Alors là, je me pose la question par la suite, pourquoi vous pensez que Bordua a écrit un texte plus métaphorique là, que Grignon? Est-ce que ça vous paraît plus difficile à saisir? Et donnez-moi des exemples de ces difficultés-là, mais surtout, pourquoi il a cette approche-là? Finalement, c'est qui son public cible? Est-ce que c'est, comme Grignon, 3000 abonnés et la population canadienne-française au complet, ou est-ce que c'est juste quelques personnes parmi les intellectuels, les artistes et peut-être quelques politiciens? C'est quand même 400 exemplaires. Ils se sont retrouvés où? Qui a parlé de ça? Comment on en a parlé? Alors, d'abord, c'est sûr qu'on a beaucoup plus parlé de refus global. Si on regarde les articles de journaux de l'époque, ça a été quand même un coup d'éclat assez important. Et la majorité des articles, je pense, Sophie, tu pourrais valider ça mieux que moi encore, mais étaient quand même assez négatifs par rapport. J'en ai lu quelques-uns, puis je me disais, ouh, c'est quand même assez cinglant. Et puis là, je leur dis, ce texte-là, pourquoi que ça a été une bombe comme ça à cette époque-là? Et là, je leur dis, en fait, je pense pour bien comprendre ça, il faut comprendre le contexte d'écriture, évidemment. Donc, la connaissance des références au passé des Canadiens français. Pourquoi Bordua parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il nous présente la religion de manière aussi importante? Alors, des questions, évidemment, qui sont de base, d'habitude, quand on parle de ce texte-là. En gros, c'est ça. Et il y a un autre exercice que je leur fais faire, je m'amuse un peu avec ça, c'est que, tu l'as bien présenté, Sophie, pourquoi le texte est encore actuel aujourd'hui, c'est que moi, je m'amuse toujours à relire le texte en remplaçant toutes les références religieuses au capitalisme aujourd'hui. Donc, en disant, ce qui a remplacé la religion, en fait, qui fait qu'on est des esclaves aujourd'hui, c'est l'argent. Donc, là, je leur refais lire le texte comme ça, puis on remplace toutes les références en mettant soit le mot argent, soit le mot capitalisme. Et là, ils n'en reviennent pas. C'est vrai, madame, écoutez, c'est vraiment ça. On est encore dans ce monde-là de l'utilité pratique. Finalement, on est juste des outils là-dedans. Il parlait de ça en 1948, puis on se rend compte que c'est encore ça aujourd'hui. C'est peut-être juste, il y a peut-être des petits acteurs qui ont changé, mais en réalité, la portée du message est la même et on peut quand même faire cette réflexion-là aujourd'hui. Donc, en gros, c'est sûr que je pourrais aller dans d'autres exercices qu'on fait, puis je sais qu'on ne peut pas parler de la dissertation, mais c'est certain, évidemment, que moi, je leur ai fait travailler la comparaison de textes, au moins pour la dissertation critique comparative, entre ces deux textes-là. Donc, ça mène à ça, éventuellement, un exercice qui n'est pas une dissertation complète, mais qui est un très long paragraphe de développement qui va permettre de mettre en relief les deux au niveau de la forme et du contenu.
Donc, je fais ça. Et aussi, ben, je m'intéresse à l'automatisme, évidemment. Donc, je présente évidemment des toiles, puis là, je leur demande, selon ce que vous connaissez, par exemple, l'histoire de la peinture, est-ce que vous pensez que le texte que Bordua a écrit et les toiles qu'on peut voir, là, j'en ai mis quelques exemples, il y a des toiles de Pierre Gauvreau, il y a des toiles, évidemment, de Riopelle, il y a des toiles de Bordua. Est-ce que vous pensez qu'ils mettent vraiment en pratique ce qui est écrit dans le texte de Bordua? Donc, on peut avoir une discussion à ce niveau-là aussi. Les étudiants aiment beaucoup ça quand on met des images, puis qu'on parle de peinture, et ainsi de suite. Et aussi, ben, des fois, je fais un peu de lien avec Gauvreau parce que j'avoue que c'est mon préféré. Donc, je leur fais lire, ben, en fait, le texte de Gauvreau qui apparaissait dans Refus global, sa pièce de théâtre. Et là, je leur dis, pensez-vous que, en fait, le texte de Bordua, c'est une mise en application de ça dans le texte de Gauvreau. Puis là, ben, ils vont me sortir des choses assez intéressantes au niveau de la langue de Gauvreau, là, évidemment. Et aussi, je leur sors le texte sur la censure qui apparaissait dans sa pièce. C'est quoi, non, la pièce? J'ai oublié le nom de la pièce, ça ne va pas bien ce matin. Mais c'est tout un extrait sur Les la oranges sont censure, vertes. évidemment. Et là, je leur dis, ben, pensez-vous que, justement, oui, c'est ça, les oranges sont vertes. Je m'excuse ce matin. Donc, dans les oranges sont vertes, il y a toute cette tirade sur la censure. Moi, je trouve que c'est un texte complètement jouissif et que j'aime ça le lire fort à mes étudiants en classe. Et ils n'en reviennent pas, là, ils sont scotchés sur leur chaise. Et je leur dis, ben, pensez-vous que, en fait, on voit cet étouffement par la censure et comment on veut se sortir de ça. Donc là, je leur repose la question, pensez-vous que le texte de Bordua illustre bien cet étouffement, le thème de l'étouffement, je pense qu'il est quand même présent dans le texte, puis j'aime ça travailler cet aspect-là aussi. Donc, là, on va faire des comparaisons entre ce texte-là, évidemment, et le texte de Gauvreau. Ben, c'est à peu près ça, là, je vous dirais ce que je fais en classe. Parfait, merci Caroline. Si vous avez des questions, on va y revenir tout à l'heure aussi. On pourra développer certains aspects. Je vais maintenant laisser la parole à Étienne. Oui, vous m'entendez bien? Oui, moi, le contexte dans lequel j'enseigne au Cégep à Drummondville est un petit peu différent. C'est pas si différent que ça, parce qu'il y a quand même certaines communautés culturelles, comme on disait, notamment colombiennes, vietnamiennes, quand même. Mais dans l'ensemble, Drummondville, tu sais, c'est une ville comment je dirais ça, qui est en pleine transformation en ce moment. Puis on voit ces transformations-là à vue d'œil. Moi, ça fait 12 ans que je suis là, puis déjà, c'est plus le même public auquel je m'adresse. Ça a changé beaucoup. C'est une ville qui est passée de 90 000 à 130 000. Le temps que c'est un boom, là. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses dans la manière d'enseigner. C'est un cégep, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais juste vous dire, ça joue beaucoup dans ma manière d'enseigner, là. C'est un cégep qui est à 80% de première génération. Donc, c'est-à-dire 80% de gens qui n'ont jamais été, dont les parents n'ont jamais été aux études supérieures. Donc, ça fait beaucoup bouger de choses. Autrement dit, par exemple, quand je présente le texte de Refus global, juste pour le dire très clairement, l'opposition à l'Église catholique est encore vécue par certains étudiants et étudiantes de manière viscérale. Cet aspect-là est encore présent pour certains. C'est pas la majorité, je veux juste vous rassurer. C'est quand même, Drummondville est arrivé dans la modernité, mais il y a beaucoup de communautés religieuses encore très actives là, sur le territoire du centre du Québec. Puis on en a beaucoup dans nos classes. C'est évidemment à majorité, immense majorité blanche, issue vraiment du tronc canadien-français, très clairement. Sauf que c'est en train de changer beaucoup, beaucoup, beaucoup. En quelques années, ça bouge énormément. Puis ben, c'est ça, on a tout à coup des étudiants, des étudiantes qui sont complètement différents et qui, eux, arrivent complètement d'ailleurs. Et là, ça nous force à bouger un peu. Mais majoritairement, il ne faut pas que je perde tout le monde. Donc, il y a un grand écart à faire qui est assez spectaculaire parce que, bon, puis, je peux vous dire, ça change complètement. J'ai déjà enseigné à Marie-Victorin où c'était exactement le contraire. Donc il fallait adapter notre enseignement à l'envers. Donc, moi, comment je m'y prends? J'insère ce texte-là, moi, dans la troisième portion de mon cours 103 que j'enseigne chaque année depuis maintenant 12 ans. Puis, je me suis rendu compte, par essai-erreur, de plein de choses. Les étudiants écoutent quand nous-mêmes, on fait ce qu'on dit. Ça a été, c'est une chose qui est la clé de toute ma pédagogie.
Et je me suis rendu compte qu'en ouvrant des questions, à partir de mon propre point de vue, ça a l'air, au début, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, voyons, ils n'écouteront pas, ils vont dire, c'est le prof qui fait son trip en avant. C'est exactement le contraire. C'est les étudiants entrent dans notre façon de voir les choses et finissent par être plus touchés finalement par les affects qui nous-mêmes nous ont fait nous intéresser à tout ça. Donc, j'y vais souvent en expliquant pourquoi, moi, c'est un texte important pour moi. Ça, c'est avec un petit chapeau là, de quelques minutes juste là-dessus, en essayant d'expliquer que quand je déménageais à Sherbrooke, je suis tombé sur la cathédrale Saint-Georges qui est au centre de la ville et que dans cette cathédrale, il y a une petite chapelle qui a été faite par Osias le Duc. Tout le monde nous dit ça, le grand peintre Osias le Duc. Et que juste à côté, ben, on voit dans les travaux, là, il y a une espèce de l'endroit où on fait les travaux parce qu'elle n'est pas terminée, la petite chapelle, il y a une plaque qui explique que ben, Osias le Duc a fait ça avec son assistant de l'époque, qui est Paul-Émile Bordua. Donc, c'est assez fantastique comme passage de témoin entre deux grands peintres, deux grands penseurs aussi de ce que c'est l'art, mais surtout deux moments de l'histoire québécoise. Puis donc, c'est ce qui a donné lieu à la pomme et l'étoile. Donc, je leur fais ce petit chapeau-là pour montrer que, exactement ce que Sophie disait tout à l'heure, là, que la grande noirceur, évidemment, est beaucoup plus paradoxale que ce qu'on peut dire. Et que, en réalité, sous la grande noirceur, déjà plein de choses se déroulaient. Donc là, je me sers des images de certaines toiles. Je rentre, comme le disait Caroline, ça fonctionne vraiment bien, ça, je pense. C'est le petit, la captation, là, elle passe par là. C'est là que j'essaie de capter leur attention. Des toiles d'Osias le Duc, qui sont souvent très idéologiquement marquées du point de vue chrétien, à des toiles de Bordua qui progressivement s'acheminent vers l'art abstrait. Je pense qu'on les a tous en tête, jusqu'à l'étoile noire. Puis, dans ce passage-là, j'essaie de poser la question de qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Je les fais parler sur telle ou telle image d'Osias le Duc où on voit déjà un petit peu d'art abstrait et inversement du figuratif encore présent chez Bordua. Ça, c'est discussion en classe, en grand groupe là-dessus. Donc ça va me prendre plusieurs minutes, là, souvent 15-20 minutes, mais j'aime ça parce que ça établit le climat de le refus global s'inscrit là-dedans. Et là, c'est là que j'abats ma carte, mon joker, moi, du point de vue pédagogique, c'est-à-dire que je leur passe un court-métrage d'Albert Tessier qui est fait quelques années auparavant. Donc, c'est un court-métrage dans lequel on voit le climat de l'époque, hyper paradoxal, avec donc des gens qui font des prières à table, qui recueillent, qui font du glanage dans les champs, des fêtes Dieu, comme on a oublié, qui s'en faisaient dans tous les villages du Québec il n'y a pas si longtemps, toutes sortes de rassemblements chrétiens avec Noël, etc. Vraiment un truc super cliché, là. Monseigneur Tessier prend la parole du peuple, du pays, puis là, bon, c'est un peu confrontant. Et là, après ça, dans la discussion, j'essaie de leur demander qu'est-ce qui, d'après vous, cadre pas avec le propos même qu'Albert Tessier euh, essaie de donner tout le discours idéologique qu'il donne à son film. Puis là, il y a toutes sortes d'informations qui sortent. Ah, il y a des fils électriques en arrière, monsieur. Ils sont en train de faire une prière. Il y a des automobiles qui passent derrière, absolument. On le voit mal, mais il y a des automobiles qui passent. Puis surtout, ben, à un moment donné, il y en a un plus wise que les autres, plus éveillés, qui finit par dire ben, la caméra, monsieur. C'est-à-dire le film il se penche avec beaucoup d'émotion là, sur les épis faits à la poignée. Oui, c'est en fait, le prière, oui, c'est prière, tout simplement. Prière, comment ça s'appelle? Oui, le titre, quelqu'un me demande le titre, je vais vous le ressortir très exactement, mais c'est prière que ça s'appelle. Donc oui, c'est juste revenir. Avec beaucoup d'émotion, il montre les paysans canadiens français qui sont en train d'exécuter des gestes qui sont souvent millénaires, là, puis avec beaucoup d'émotion, sauf que l'impensé de l'époque se situe dans la caméra, dans l'avancement technologique, puis c'est tout le paradoxe. Donc là, j'essaie maintenant que tout ça est posé, ça peut me prendre beaucoup de temps, mais le travail, le principal est fait. C'est-à-dire qu'ils se sentent, tout à coup, l'accroche est faite, ils se sentent impliqués dans le. Puis, comment je dirais ça? Ils ont une prise sur ce que je vais leur présenter.
de voir le paradoxe, de voir les deux côtés qui sont présents, puis que même dans la virulence ou dans l'aspect crispé d'un propos plus chrétien, idéologique, très marqué, ben, il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fixé. Donc, à partir de là, ben là je vais placer Refus Global dans une séquence de textes. C'est souvent 3 textes parce qu'on n'a quand même pas 3 heures pour chacun des textes, là. Donc, je place ça en 3 temps. D'abord, un texte de la décadence d'un peuple d'Arthur Buis, Refus Global comme tel, puis ensuite le texte de Pierre Vadeboncoeur, La ligne du risque. Donc, c'est 3, puis ces 3 extraits. J'ai fait une fois Refus Global au complet comme œuvre au programme, puis je ne le referai pas. Ça a été extrêmement lourd et pénible. On reviendra dans la discussion là-dessus. Je pense que par extrait, c'est mieux parce qu'il y a juste dans un extrait, par exemple, de 2 pages, il y a tellement de choses à analyser que ça prend toute la place, en fait. Donc, en y allant avec ça, en montrant, par exemple, l'ambivalence d'Arthur Buis dans Décadence d'un peuple, je prends souvent 2 extraits où on voit la virulence du propos qui appelle déjà celle de Paul-Émile Bordua. Mais je leur passe aussi un texte du plus loin de la carrière d'Arthur Buis, où il redevient chrétien, où il se repenche de l'autre côté. Et donc là, ça me permet de poser une chose qui m'est très chère, c'est-à-dire l'ambivalence de la pensée essayistique. Donc, puis là, on dit avec Refus Global, comment ça va être possible? Un des textes les plus orientés. Ben non, je pense que non, parce que ça s'ancre dans un terreau idéologique qui est déjà lui-même tout bien balancé, comment je dirais ça, où on voit qu'il peut y avoir des zones d'ombre qui peuvent réapparaître. Donc, avec Arthur Buis, ça s'est posé. Dans le texte, souvent même, je fais ça à l'envers, j'ai oublié de vous dire ça. Souvent, je fais ça à l'envers, c'est-à-dire que je passe par Vadeboncoeur en premier, donc qui est un texte qui est publié en 49, la première version. Puis ensuite, puis je reviens à rebours, des fois même, là, pour montrer l'éclairage. Donc, avec Vadeboncoeur, je peux montrer toute comment je dirais ça, l'aspect de l'appel à une autre société, de l'appel à une autre version des choses, de la part d'un penseur qui lui-même a tiré son ancrage dans le même recueil d'essais. Il y a des textes qui sont clairement du côté chrétien. Je pense à un texte comme La joie, qui est juste à côté de la ligne du risque, il n'y a pas de mystère là, c'est clairement du côté chrétien. Et donc, Paul-Émile Bordua, qui arrive dans la ligne du risque, souvent je leur passe l'extrait, là, les 3 dernières pages du texte de la ligne du risque. Des fois, c'est le début aussi. Donc, ça dépend là, où j'en suis dans la séquence. Mais c'est 2 extraits qui fonctionnent très, très bien. Pour essayer de montrer que même dans un terreau idéologique chrétien, il peut y avoir un appel d'air créé par Refus Global. Que, en fait, en réalité, là, c'est là que j'aborde une autre des cartes, c'est-à-dire que la supposée grande noirceur a fourni beaucoup, beaucoup de grandes idées, de grandes ouvertures d'esprit à la supposée révolution tranquille qui arrive juste après. Donc, ça permet de montrer que les ruptures sont souvent des fausses ruptures, ou en tout cas beaucoup plus en termes de continuité. Et vlam, tout est en place pour parler de la rupture du début de Refus Global, les célèbres premières pages, là, où il appelle à la rupture, puis montrer que cette rupture s'inscrit elle-même dans une continuité beaucoup plus grande. Comprenez ma stratégie. Donc, à partir de là, j'ai placé l'essai québécois. Et là, dernière l'apport que je pense qui est le plus important pour moi, pourquoi ce texte-là est aussi important d'un point de vue pédagogique, c'est parce que je veux leur expliquer qu'est-ce que c'est l'essai. Qu'est-ce que c'est l'essai québécois? Puis Dieu sait que c'est mal compris, qu'est-ce que c'est que l'essai. Dieu sait qu'on a de la difficulté. Ça fait 25 ans moi, que je me bats dans n'importe quelle prise de parole pour essayer de dire des essais, évidemment, je m'adresse à des collègues, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est des études, que c'est des études universitaires. Mais non, c'est pas ça. Qu'il y en a qui pensent que c'est, je ne sais pas moi, des pamphlets, ce genre de choses-là. Souvent, on est à la limite avec Refus Global, mais on est quand même dans le registre de l'essai. Et je me sers d'un texte dont, à mon avis, on ne se sert pas assez parce que d'un point de vue pédagogique, c'est tellement parfait. C'est un grand essayiste qui s'appelle Jean-Marcel Paquette qui a écrit un petit texte dans un recueil d'essais qui s'appelle Pensée, prose et passion. Donc, c'est un texte qui s'intéresse, le titre est vraiment aride, qui s'appelle Prolégomène à une théorie de l'essai, mais mon Dieu que c'est clair. Il n'y a rien de tout cas. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Jean-Marcel Paquette. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme prof. C'était quelqu'un d'une clarté, d'une limpidité
c'était un bonheur d'être dans ses cours. Il va avec une théorie tellement pédagogique et tellement simple. 3 choses qui composent l'essai, en particulier l'essai québécois. C'est d'abord une prise de parole au jeu non métaphorique. Donc, un jeu non métaphorique qui prend la parole. C'est-à-dire que là, ça élimine toute la question du narratif dans l'essai, ça élimine toute la question du jeu qui est un masque, Non, non, le pacte de lecture, c'est l'idée d'un jeu qui dit c'est la même personne qui parle que le nom qui est en couverture. Donc, évidemment, avec toutes sortes de médiations, mais je n'insiste pas là-dessus au départ, mais c'est par la suite que je vais nuancer ça. Donc, c'est le deuxième critère que prend Jean-Marcel Paquette. Il va dire que c'est un discours lyrique ou un discours esthétique, c'est-à-dire que c'est un discours d'idées, mais qui n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, qui est là pour. C'est pour ça, moi, l'expression que je prends, je dis c'est pas une prose engagée, c'est une prose engageante. C'est la nuance que je prends, c'est-à-dire une prose qui, par la séduction du style, par la puissance de l'énergie de la prose, arrive à faire entrer dans son discours celui à qui il s'adresse. Puis là-dessus, Caroline, moi, je fais ça aussi, cette question-là. D'après vous, à qui il s'adresse, je fais exactement la même chose. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Ça me semble super stratégique de faire ça comme ça. Donc, ça, c'est le deuxième critère de Jean-Marcel Paquette. Puis le troisième, c'est que ça touche un corpus culturel large, mais ça doit parler d'un corpus culturel qui n'est pas nécessairement la littérature, mais qui s'adresse à l'ensemble culturel. Et là, je reviens sur mes 3 textes en leur montrant qu'il y a une prétention dans l'essai à englober la question culturelle large. Arthur Bues le fait pour toute la culture canadienne-française. Paul-Émile Bordua, même chose en 1948. Puis Pierre Vadeboncoeur, qui quelques années plus tard, j'ai dit 49 tout à l'heure, mais c'est en 59 en fait. Excusez. Donc oui, c'est 10 ans plus tard qui arrive à prendre toute la question nationale à bras-le-corps dans un seul essai. Donc évidemment que c'est critiquable, évidemment que le point de vue de l'essai va toujours être partiel, on ne va pas toujours pouvoir montrer le contraire. Puis c'est ça qui me tient à cœur dans l'essai, c'est sa dimension, si vous me permettez le terme que j'emploie, falsifiable. Il y a quelque chose dans l'essai qui n'est pas définitif puis qui ouvre à la discussion. C'est là que moi aussi, je le fais, cette idée-là, d'essayer de changer certains termes dans le texte de refus global. Puis là, je suis même en train de me dire, ouais, ça fonctionne ça, mais OK, ça les saisit un peu, mais je suis en train même de penser à intégrer dans ma séquence pédagogique, de carrément leur faire écrire un refus global d'aujourd'hui. Je pense que j'en suis là. Ça va être plus un pas de plus dans l'appropriation du discours du refus global. D'ailleurs, c'est ce que j'ai prévu faire là, directement cet automne si les grèves ne nous empêchent pas de le faire. Donc, voilà. Donc, ça vous résume un peu la manière dont je m'y prends pour rendre ce texte-là moins étrange, parce que c'est sûr, comme il y a un côté ovni là, dans ce texte-là qui nous apparaît, poum, comme ça. C'est sûr que si on leur laisse sans trop d'explications, le texte juste tout seul, c'est un peu casse-cou, mais en brossant large, en passant par l'image, en passant par les films. Ouais, puis j'arrive là tout de suite avec la réponse à la question, ce sera pas long. Sur le titre de Albert Tessier, oui. Parfait, merci Étienne. Donc, j'avais un peu peur, m'étant réservé la dernière place, qu'il y ait plein de choses que j'ai dites qui aient été dites. Il y en a quelques-unes, mais je pense que les liens vont très bien se faire avec ce que mes 2 collègues viennent de vous présenter. Oui, Pardon, Étienne. ça fait juste ma mémoire, c'est quantique à la création. Voilà. Parfait, merci. Si jamais tu veux nous faire parvenir aussi des références comme ça, on peut les mettre sur le site là, pour les gens qui voudraient avoir tous les détails. J'ai vu des gens prendre des notes pendant ta présentation moi-même avec quelques titres à consulter. Donc, de mon côté, je vais vous présenter 2 activités qui permettent d'expérimenter donc refus global par l'écriture. Donc, Étienne, la rédaction d'un manifeste, on y arrive. Et par la lecture à l'oral. Donc, ça va aussi faire le parallèle avec ce que Caroline a évoqué. Donc, une que j'ai réalisée déjà à quelques reprises et l'autre que je me promets de tenter dans les prochaines sessions. Donc, je me lance dans la projection d'une prochaine activité et je bénéficierai de vos commentaires et suggestions pour celle-ci. Donc, à noter, moi aussi, peut-être situer là, mon cégep, peut-être moins bon, dans
la composition de mes classes, quoique à Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, on a plutôt des classes d'étudiants d'origine québécoise, mais encore là, c'est de plus en plus, là, on a des classes qui ont des étudiants qui ont des référents culturels un peu différents. Mais surtout, ce qui est important pour comprendre mon propos, c'est qu'à Lionel-Groulx, pour l'instant du moins, on est dans la discussion, notre cours de 102 porte sur la littérature québécoise d'avant 1960. Et donc, Refus global arrive pour moi à la fin de la session. C'est la dernière œuvre au programme que je mets en parallèle avec La peur de Jean-Charles Harvey, donc qui facilite de beaucoup la compréhension de Refus global. Donc, justement, pour rentrer dans Refus global, passer par La peur de Harvey, c'est tout à fait efficace puisque les deux textes abordent les mêmes thèmes, hein, donc la guerre, le contexte socio-historique mondial, la distinction entre religion et cléricalisme, hein, donc, la religion n'est pas condamnée ni chez Bordua ni chez Harvey. C'est le cléricalisme ou l'instance cléricale qui l'est. Aussi, la jeunesse, l'espoir dans l'avenir, hein, dont parlait Caroline, qu'on retrouve aussi chez Harvey. Mais je vais, donc, pour la présentation aujourd'hui, je vais laisser La peur de côté. Je pourrai y revenir plus tard là, si vous le souhaitez, pour me concentrer sur ce que je fais autour de Refus global. D'ailleurs, ceux qui ont écouté les capsules de la semaine du LIREL en ligne en 2021 auront peut-être un petit sentiment de déjà-vu parce que j'avais évoqué ceci, mais ma présentation aujourd'hui, là, elle est quand même plus ciblée. Donc, la première expérimentation dont je vais vous parler, c'est la rédaction d'un manifeste sur le modèle de Refus global, mais dont le propos est la matière du cours, puisqu'il s'agit en fait de mon évaluation synthèse du cours. Je leur demande, et là, je vous lis ma consigne que vous pouvez trouver dans les documents fournis sur le site. Imaginez que le ministère de l'Éducation supérieure décide d'abolir l'enseignement de la littérature québécoise d'avant 1960. Rédigez un manifeste sur le modèle de Refus global dans lequel vous vous opposez à cette décision et défendez la pertinence de la littérature québécoise d'avant 1960. Donc, votre défense, plutôt que de rejeter le passé comme dans le manifeste automatiste, cherchera à en montrer l'intérêt pour comprendre ou repenser notre représentation du monde. Hein, donc, c'est dans les devis du 102. Donc, notre représentation du monde d'aujourd'hui, voire celui de demain avec la dimension prospective de Refus global. Donc, c'est donc un exercice de création qui suppose de la part des étudiants, d'une part, une bonne compréhension du texte de départ et surtout de son style, puis un investissement personnel dans l'écriture de leur manifeste, puisque je leur demande, donc, ils doivent s'approprier à la fois le style manifestaire, mais aussi la matière du cours, puisque je précise bien dans les consignes toujours que leur manifeste doit proposer une argumentation subjective propre à leur équipe. Ils travaillent en équipe de 2 ou 3 et ils doivent proposer une synthèse personnelle de leur expérience dans le cours à partir d'exemples qui les ont interpellés. Donc, le but, ce n'est pas de me recracher mes notes de cours sous forme de manifeste, mais bien de partir d'éléments qu'on a vus en classe pour voir comment ça les a interpellés, comment ils peuvent ça peut servir une argumentation pour défendre la pertinence de la littérature québécoise d'avant 1960. Et donc, avant d'en arriver à la rédaction du manifeste, donc qui se fait à la maison, je propose un atelier sur les caractéristiques du manifeste, avec l'atelier, vous pouvez aussi le trouver là, sur le site du LIREL. Donc, caractéristiques du manifeste à repérer dans Refus global. Je leur donne aussi des exemples à partir du manifeste des Patriotes. Et donc, pour information, je ferai un peu comme Étienne, je vous énumérerai les caractéristiques, non plus de l'essai, mais du manifeste, tel qu'on le retrouve là, chez différents théoriciens. Donc, les 5 caractéristiques du genre manifestaire sont l'adresse à un destinataire, on en a parlé, à qui s'adresse ce manifeste, la dimension collective, donc le nous des automatistes, mais aussi le nous québécois à qui il s'adresse. L'inscription dans un contexte socio-historique qui n'est pas que celui de la Grande Noirceur. Donc, les automatistes reviennent au 13e siècle et à la décadence chrétienne. Donc, j'essaie, tant bien que mal, de leur faire un portrait de ce qu'ils entendent par cette décadence chrétienne. La dialectique refus-proposition, et c'est à ce moment-là que j'insiste sur la dialectique passé, présent, futur, dont on a déjà parlé aussi. Et donc, le ton violent et radical, qui est plus métaphorique dans Refus global, mais qui reste quand même dans une certaine forme d'intransigeance ou de radicalité dans le ton.
Et donc, de manière assez intéressante, les différentes caractéristiques du manifeste renvoient à différentes dimensions de la littérature, et j'essaie aussi de montrer ça à mes étudiants. Donc, la littérature possède à la fois une dimension communicative ou énonciative, avec l'adresse du destinataire, une dimension sociale avec l'aspect collectif, une dimension historique par l'ancrage dans un contexte, une dimension plus argumentative par le jeu des refus et des propositions, et enfin la dimension langagière avec le ton qui suppose un lexique des procédés aptes à rendre donc cette intransigeance du manifeste. C'est donc à toutes ces formes d'expérience littéraire que j'ai envie de donner accès à mes étudiants à travers la rédaction d'un manifeste dans lequel ils doivent par ailleurs défendre la pertinence du cours qu'ils viennent de suivre. Donc, ils n'ont pas le choix de s'interroger sur l'apport qu'a eu ce cours dans leur parcours personnel. C'est toujours agréable de lire ça, plutôt que d'entendre des critiques sur c'est plate la littérature québécoise du terroir, par exemple. Donc, vous me le direz, Refus global apparaît ici comme un peu comme un double prétexte, au sens où il est un prétexte, une occasion de faire rédiger un manifeste aux étudiants, mais aussi un prétexte, donc soit le texte original duquel ils doivent s'inspirer pour écrire leur création. Mais comme il y a un but concret, qui n'est pas une dissertation de surcroît, donc un but concret à l'étude de cette œuvre, je constate chez les étudiants un plus grand investissement dans leur lecture, d'autant plus qu'on se détache justement à partir d'une activité comme ça, d'une lecture qui serait purement historique ou située pour élargir le sens de Refus global. Donc, on l'a évoqué un peu là, avec l'idée de changer les termes de la religion par celle de par d'autres associés au capitalisme. Mais moi, j'y vais dans l'absolu, dans le sens où au refus global, nous opposons la responsabilité entière. C'est une phrase qui rejoint les étudiants si on la prend comme une formule absolue qui peut s'appliquer dans divers contextes, plutôt que d'essayer de l'expliquer comme un refus du cléricalisme qui s'oppose à une responsabilité de l'artiste dans la société. Et donc, la dernière étape de cette première activité, c'est que je demande aux étudiants de me produire une version orale de leur manifeste qu'ils enregistrent et qu'ils me remettent. C'est une activité que j'avais d'abord pensée en ligne quand on était à distance, mais je continue à le faire là, même si on est en présence. À partir d'un enregistrement, je pourrais les faire lire en classe, mais souvent c'est long, là, vu le nombre d'étudiants qu'on a en 103 notamment. Et il faut préciser que je leur propose moi-même une version audio de Refus global, parce que je trouve aussi que c'est un texte qui gagne à être lu. Et j'insiste sur cette dimension orale du manifeste pour qu'il soit sensible au ton, au rythme, aux effets d'oralité du texte d'origine, donc de Refus global, quand eux-mêmes écrivent leur manifeste. Et donc, je souhaite qu'ils leur fassent vivre un peu l'expérience, je dirais, sensorielle de la littérature et de Refus global. Ce qui m'amène donc à la deuxième activité que je prévois faire quand je vais redonner le cours de 102, qui découle de cette réflexion-là, mais qui découle aussi du fait que j'ai assisté à la fin septembre à 2 lectures collectives de Refus global organisées par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Et ça m'a donné envie, moi aussi, d'organiser avec mes étudiants dans ma classe une lecture à plusieurs voix du texte de Bordua. Et donc, déjà, par sa forme fragmentée, le texte se prête bien à un découpage en plusieurs parties. Donc, je vois que Caroline a fait l'exercice. Et donc, je sais que j'ai une autre collègue qui l'a fait. Je ne l'ai pas moi-même fait, mais j'imagine donc de découper le texte en 12 à 15 parties pour avoir une douzaine d'équipes, encore là, de 2 ou 3 étudiants selon le nombre d'étudiants qu'on a dans nos groupes. Et donc, chaque équipe se pencherait sur une partie. Et donc, ça donne au maximum 2 pages dans l'édition Boréal. Bien sûr, les étudiants auraient à lire le texte en entier. On en discuterait en classe entre les différentes étapes du travail, donc différentes périodes de travail d'équipe. Mais chaque équipe serait en charge de décortiquer le sens du texte de sa partie et donc de contribuer aux discussions en classe quand il est question de leur partie et ensuite d'imaginer puis de performer le rendu de leur partie à l'oral. Donc, au-delà du sens général, ça la confronterait à des questions de
tonalité, de rythme, qui suppose une compréhension fine du propos et des procédés en usage. Moi-même, en écoutant les lectures en septembre, j'ai découvert des passages où j'avais peut-être pas vu l'ironie, puis je suis retournée lire, je me suis dit, est-ce que c'est ironique? Et donc, c'est un texte qui joue avec toutes sortes de tonalités et il faut vraiment être capable d'en avoir une lecture fine pour pouvoir déterminer tout ceci. Donc, j'imagine aussi dans cette séquence-là des discussions entre les équipes qui travaillent sur des parties qui se suivent, donc pour confronter éventuellement leur interprétation et harmoniser le rendu à l'oral. Cela dit, je ne vise pas une harmonisation ni de l'interprétation ni du rendu, justement parce que je trouve que c'est intéressant de voir, tiens, l'autre équipe l'a interprété comme ça. Moi, quand je l'ai lu, je ne l'ai pas vu comme ça. Donc, il y aura aussi une partie retour là, où on pourrait échanger sur quelle partie avez-vous compris différemment à travers la lecture à haute voix qui en a été faite par rapport à la lecture sur papier que vous aviez fait. Et donc, on aurait en quelque sorte une espèce de chaîne de lecteurs et puis qui viendrait créer une espèce de communauté de lecteurs ou une chambre d'écho au manifeste où pourraient cohabiter différentes lectures, différentes interprétations, interprétations dans les deux sens du terme, parce que je trouve que c'est un refus global, c'est un texte qui permet plusieurs interprétations et je veux pas non plus, j'essaie de ne pas restreindre le texte. C'est sûr que bon, quand on a des dissertations à préparer ou quoi que ce soit, on essaie d'encadrer une interprétation, mais je trouve toujours ça fascinant quand je discute avec mes étudiants de voir qu'est-ce qu'ils ont perçu, pourquoi, et c'est souvent un texte qui permet ça de par son obscurité ou de par son aspect métaphorique. Et donc, le postulat un peu de base de cette proposition, c'est que la micro-lecture ou la lecture faite d'un extrait du texte, puis la participation à un projet collectif qui va tout à fait dans l'esprit, de toute façon, des automatistes et de refus global. Donc, ça contribuerait à une meilleure compréhension du texte en entier, mais aussi à une plus grande appropriation de celui-ci, parce que performer un texte, ça demande de l'intérioriser, d'en comprendre les nuances, de trouver en soi la manière de rendre ces nuances entre, par exemple, la différence entre le règne de la peur, celui de l'angoisse ou celui de la nausée qu'on retrouve dans Refus global. Ce n'est pas évident, mais il y a des questions ici à se poser qui feraient appel à la fois à la sensibilité et au jugement des étudiants. Donc, voilà un peu ce que je fais et ce que je voudrais faire dans la prochaine session autour de Refus global. Et donc, on en arrive à notre troisième tour de table, qui n'est pas en fait un tour de table. Là, je voulais ouvrir la discussion entre nous trois. Donc, Étienne, Caroline, avez-vous des commentaires, des questions pour les autres panélistes ou des sujets qu'on n'a peut-être pas abordés ou qu'on a abordés trop brièvement et sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça me donne beaucoup d'idées de leur faire prendre la parole comme pour faire un refus global d'aujourd'hui. Moi, je retiens ça. J'en suis là. J'hésitais beaucoup là, à leur donner parce que ça peut aller dans tous les sens, puis ça peut être un peu du grand n'importe quoi, ce qu'il faut éviter à tout prix. Mais en balisant ça comme tu le fais, je pense que ça peut donner lieu à toutes sortes de textes vraiment intéressants. Puis ça donne quoi? Je suis vraiment curieux, là. Qu'est-ce que tu reçois comme texte à peu près? Tu sais, un prototype, là, mettons, là, tu sais, un texte type à peu près, si ça se peut. Si ça se peut. C'est drôle. J'avoue que c'était vraiment pas prévu, mais je suis retournée dans mes documents, puis j'en ai sorti 3 qui avaient eu des bonnes notes. Je vous les relirai pas au complet, mais ça donne des choses comme au ministère de l'Éducation supérieure, vous venez de faire une grave erreur. Nous sommes potentiellement les derniers élèves à avoir lu la littérature d'avant 1960. Puis ensuite, c'est toujours... Oups, il y a plein de choses qui ouvrent. Quand des choses comme quand je repense à Maria Chapdelaine, et donc là, il y a une intériorisation. Elle m'a appris que le choix d'un mari, c'est pas toujours facile et que malgré l'attrait des villes américaines, j'aurais moi aussi peut-être voulu rester près de ma famille et poursuivre. Et donc, c'est vraiment ça que je leur demande. Le style est souvent pas très
pas calqué nécessairement sur refus global, puis c'est pas ça que je veux non plus. Mais souvent, j'ai des, ça se termine, la survivance de notre langue et de notre culture est en jeu. Ne laissez pas leur héritage mourir si rapidement, etc. Donc, ça, moi, je l'oriente sur la matière du cours, donc je trouve toujours ça fascinant comment ils ont réussi. C'est pas la majorité, là. Souvent, j'ai des textes un peu qui reprennent un peu trop à mon goût ce que mon argumentation. Mais j'ai parfois des étudiants qui, c'est ça, me témoignent d'une appropriation à laquelle j'aurais pas pensé. Pas refus, Jean Rivard comme modèle d'une autonomie alimentaire, donc qui renvoie justement au lien au territoire. Ça fonctionne assez bien. Juste dire, là, au passage, c'est pas le sujet, là, mais juste petite parenthèse. Sur la question du terroir, tu viens d'évoquer Maria Chapdelaine. Moi, c'est un de mes dadas de comment relire Maria Chapdelaine. Il y a, en tout cas, atelier possible. Parce que c'est dans nos plans. C'est dans vos plans parce que ça se peut que ça soit le prochain relire ça fait partie, ça fait partie des problèmes quand on aborde refus global, c'est-à-dire qu'on a, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, c'est bien trop tentant de mettre tout dans un bloc, ce qui précède, tu l'as évoqué tout à l'heure, là, c'est donc facile, alors que tout est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus zone grise que ça dans plein de romans du terroir, notamment dans Maria Chapdelaine, où en fait le vrai sujet, j'espère que je ne vous l'apprends pas, c'est la question du cannibalisme. Là. Bon. Ah. On pourra t'inviter pour notre prochain relire et enseigner. Mais pourtant, il y a juste Gilles Carle qui l'avait vu. C'est dans le texte, là. Il n'y a personne qui invente ça. C'est le mythe du Wendigo. Puis François Paradis, il n'y a pas de corps parce qu'il s'est fait bouffer tout cru. Mais bon, je referme la parenthèse. Oui. Parfait. Mais ce que je trouvais intéressant, en fait, de refus global, c'est que tu l'as dit un peu, Sophie, tout à l'heure. Je suis surprise moi-même d'entendre des choses que je n'avais pas vues dans le texte quand j'écoute mes étudiants. Puis c'est ça, en fait, c'est qu'après avoir enseigné plusieurs années, tu sais, des fois, tu étudies une œuvre, puis là, tu te tannes un peu. Mais je ne me tanne jamais de refus global parce qu'en fait, je me rends toujours compte que des choses que je pensais avoir comprises, et que j'avais comprises à une certaine époque, à un moment donné, oups, je comprends d'autres choses. C'est comme si ce texte-là redonnait constamment. Il y avait toujours des choses que je n'avais pas vues ou que je n'avais pas vues comme en tout cas de la bonne manière à ce moment-là, je ne sais pas. Mais on dirait qu'il redonne tout le temps ce texte-là. C'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de ce texte. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne me tanne jamais de travailler ce texte-là. Je le refais à chaque fois que je donne littérature québécoise. Et ce n'est pas un texte que j'envisage d'enlever éventuellement. Puis moi aussi, j'ai fait comme toi, j'ai travaillé La peur aussi de Jean-Charles Harvey, qui est un super texte à travailler avec les étudiants. Puis il y a bien des échos là, dans Refus global, ça se travaille très bien aussi. Mais c'est ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose dans ce texte où je me dis, ah ben tiens, je n'avais pas vu ça encore. Ah ben tiens, il y a tel élément à aller travailler. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je retravaille le texte, ben, je me remets toujours complètement en question. Donc, en fait, pour moi, c'est un texte qui se travaille bien au cégep parce que je trouve qu'en tant que prof de cégep, il faut se remettre en question souvent, il faut remettre en question notre enseignement, nos pratiques pédagogiques et tout ça. Puis ça, ce texte-là, ben, en fait, c'est une fontaine de jouvence presque, parce qu'on a l'impression qu'on se rajeunit à chaque fois au niveau de notre enseignement. Oui, je repartirais justement de ce que Étienne disait au départ. Faut ouvrir à partir de notre propre point de vue. Puis moi, c'est qu'on dit c'est un texte difficile, mais moi, c'est ce que je dis aux étudiants. Moi, j'ai fait mon doctorat sur refus global. Je l'ai lu, relu, relu, entendu, vu. Bon. Et je le comprends pas encore. Donc, quand on dit c'est un texte qui est difficile, comment on fait avec les étudiants? Moi, je le pose d'emblée. C'est un texte que je leur dis, lisez-le, vous ne comprendrez rien. C'est correct. Écoutez-le, je vous donne la version audio, vous allez comprendre un peu mieux. Mais après, on va le travailler ensemble, puis vous allez comprendre 25%. C'est assez pour une dissertation. Dans une dissertation, vous avez besoin de 6 citations. C'est correct? Vous allez trouver 6 citations que vous comprenez dans les parties que vous avez compris. Mais je trouve que c'est important aussi de normaliser cette espèce de lecture. Dans les non-lectures de Pierre Bayard, là, on pourrait ajouter l'espèce de lecture
incomprise ou lecture partiellement comprise, puis de normaliser ça, puis de le présenter, moi, en disant, moi-même, je le comprends pas ou je le vois autrement à chaque fois, puis il y a des passages qu'on peut comprendre d'une façon ou d'une autre, puis souvent, quand je circule, bon, les étudiants ont tendance à plaquer la théorie, puis là, sur le texte, puis là, je circule, puis là, ils me disent, ah, ben là, ça parle de la religion. Mais tu l'as vu où, la religion, là-dedans? Puis là, ben ouais, puis là, ils leur lisent, puis ben non, ce bout-là ne parle pas de la religion. Puis là, ah, ben ouais, ben ça parle de quoi? Puis là, ben, je dis, puis là, vous avez le droit de lancer, partez du texte, puis lancer des idées, ça parle de quoi? Le il, c'est un il sans référent, là, bon, et c'est un texte qui permet ça, qui permet, bon, après, je les recadre, je leur dis pour la dissertation, essayer d'avoir des preuves pertinentes, mais qui ouvre, je trouve, qui est pertinent pour ouvrir la lecture, vraiment. Que je peux rebondir là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose ce que vous venez de dire là, toutes les deux, là, ça m'est tellement cher, cette question-là. C'est-à-dire des grands textes, j'ose le mot, j'ose l'expression, qui ont une portée qui traverse les temps, les époques et les idéologies. Ça me semble tellement important dans le travail qu'on fait que Refus Global est un exemple parfait de ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un classique? C'est un texte qui répond différemment à chacune des époques et non pas la même réponse. C'est tellement important. Ce n'est pas une étoile qui brille dans le ciel de manière fixe. Au contraire, un classique est inépuisable parce qu'on le change de côté et oups, ça répond encore et ça répond quelque chose de différent. Donc, tu sais, cet aspect-là, moi, j'en parle beaucoup. Mettre des textes très lus, ça ne veut pas dire qu'on va en faire la même lecture. Autant Refus Global que Marianne Chapdelaine que d'autres classiques. Puis j'aime pas le terme classique parce qu'il fige tout de suite les choses. C'est des textes qui sont vivants encore. Puis le jour où ils seront plus vivants, ben, on les enseignera plus. Tu évoquais, Caroline, le fait de un jour ne plus l'enseigner, mais c'est là qu'il faut, moi, je pense, sans arrêt se remettre en question. Est-ce que tel ou tel texte a encore une attache dans le présent? Ça reste, si le texte n'a plus aucune espèce d'attache dans le présent et qu'il ne devient qu'un document, comme tu disais, Sophie, au départ, ben, pédagogiquement, ça va être absolument casse-cou et je pense qu'il faut être lucide là-dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire table rase du passé, c'est pas ça. C'est dans le passé, ce qui résiste à une lecture qui change sans arrêt au présent. C'est Roland Barthes qui disait ça. À la question que le texte pose, il y a des réponses qui deviennent des questions que le texte repose en avançant. Voilà, ça m'est tellement cher, cette question-là. Je pense que toute notre pédagogie doit être informée par cette vision-là des choses. Voilà. Je me permets peut-être une dernière question avant qu'on ouvre la discussion à tous. C'est une question, vous me reconnaîtrez dans cette question parce que c'est une question qui, pour moi, est importante et c'est le grand paradoxe de mon enseignement, je dirais. J'ai fait toutes mes recherches sur le recueil Refus Global pour dire qu'il faudrait redonner la place au recueil Refus Global. Donc, Caroline t'évoquait le texte de Gauvreau, mais aussi bon, les illustrations. Et pourtant, les rééditions, outre celle de Alia, qui comprend des éléments du recueil, mais qui est édité en France, bon, trêve de commentaires. Comment on fait? Comment on fait pour intégrer, comment vous faites pour faire une place au recueil? Est-ce que vous en faites une? Puis si vous n'en faites pas, c'est tout à fait correct, mais bon, je pense que j'ai déjà des bases de réponse. Mais comment on fait pour ramener cette idée du recueil dans lequel se trouve le texte de Paul-Émile Bordua? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Moi, j'en ai, mais je vais vous laisser la parole d'abord. C'est pas évident, hein, comme question. Effectivement, de par le fait qu'il y a très peu d'éditions qui sont faites du texte complet, en fait, de tous les textes. Mais j'aime beaucoup parler de la place des femmes, en fait, dans le mouvement automatiste. Et donc, ça me permet de parler de Françoise Sorlevin. Puis là, ça tombe bien parce qu'on parle beaucoup d'elle récemment. Puis je trouve qu'elle est tellement vivante du haut de ses 100 ans.
c'est tellement une femme qui vit le moment présent, puis qui ne vit pas du tout dans le passé. Hein. C'est ça que je trouvais intéressant de cette femme-là, qui continue de faire son art, puis de vivre sa vie et tout ça. Et puis, ben, c'est ça, en pouvant parler de la place des femmes dans le mouvement des automatismes, ben, je trouve que là, on peut peut-être ramener et dire, ben oui, il y a les femmes qui y ont contribué. Et par exemple, il y a tel texte dans Refus global. On peut peut-être aller voir un peu ça. J'avoue que moi-même, je n'ai pas vraiment analysé et je pense que je ne connais même pas très bien ces textes-là, à part le texte de Gauvreau. Mais j'envisage éventuellement, effectivement, de m'y replonger un petit peu plus, puis peut-être parce que je pense que, bon, c'est sûr que le texte de Bordua est le point central, là, peut-être le point focal, mais d'un autre côté, il y a quand même des choses à aller chercher. Et c'est pour ça que je posais la question, ben, est-ce qu'on retrouve des échos de ce que dit Bordua dans le texte, par exemple, de Gauvreau? C'est peut-être une manière d'aller travailler ça, je ne sais pas. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher dans les prochaines années. Oui. Comme ça, je trouve ça intéressant que tu donnes le texte de Gauvreau. C'est au cœur des quenouilles, hein, si je ne m'abuse, que tu... Ou c'est... Oui, c'est au cœur. Oui, parfait. Oui, c'est ça. J'avais fermé mon micro, désolé, mais c'est au cœur des quenouilles, oui. Parfait. Étienne, est-ce que c'est une question à laquelle tu as réfléchi ou tu travailles en extrait, toi, davantage? C'est ça que tu disais? Oui. D'accord. Mais c'est ça, moi, ça reste une question fascinante parce que la dimension en fait, vous l'avez fait valoir. Hein, ce qu'il y a dans le recueil, pour moi, c'est la dimension pluridisciplinaire. Je pense qu'on ne peut pas enseigner le texte de Bordua sans renvoyer à cette dimension pluridisciplinaire-là, montrer des toiles, donc faire des liens avec les poèmes de Gauvreau. Donc, moi, je le fais, mais je ne le fais pas nécessairement avec justement les textes de Gauvreau dans le recueil. Ce que je trouve intéressant dans l'édition Alia aussi, mon éditeur ne m'aimera pas, là. Donc, c'est justement qu'il y a aussi les commentaires sur des mots courants, donc il y a une espèce de lexique des termes qu'utilisent les automatismes. Donc, pour expliquer ce qu'est l'automatisme, ce qu'est le surrationnel, moi, je pars de ces définitions-là que j'ai enseigné avec Alia un bout de temps. Là. Je pense que la prochaine fois, je n'aurai pas le choix d'enseigner avec l'édition Boréal. Mais je mets ces définitions-là, par exemple, dans mes PowerPoint. Je pense que ça permet d'ouvrir aussi, puis de rappeler la dimension collective et pluridisciplinaire du mouvement. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres réflexions entre nous, on peut peut-être ouvrir la discussion aux gens du public. Si vous avez des questions, des choses, des précisions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Rien pour... Ah, Hélène, oui. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Allô Étienne, ça fait longtemps que je t'ai vu. Moi je voulais juste vous demander, parce que ça fait longtemps que j'ai enseigné Refus global, et puis pour, je dirais, aborder la langue de Refus global, moi ce que j'avais tendance à faire, c'est d'inscrire Refus global dans un ensemble de textes poétiques. Je profitais toujours de l'occasion pour parler, dans le fond, du surréalisme au Québec, là, qui concerne davantage les années 50. Je fais lire Giguère, je fais lire Lapointe. Donc, c'est moins dans une histoire de l'essai là, que j'enseigne Refus global, peut-être parce que je connais moins l'essai. Désolée, Étienne. Là, mais donc, je me demandais si vous aviez déjà fait ça ou si vous envisagiez, dans le fond, le Refus global dans sa dimension poétique, puis dans une histoire de la poésie au Québec. Je peux peut-être, sérieusement, c'est super intéressant comme idée, là. Mais bien honnêtement, non, je ne l'ai pas fait. Non. Mais c'est vrai que ça se ferait. C'est vrai que, ben oui, tout le champ métaphorique là, est clairement relié. Ouais, le surréaliste des années 50, clairement. Ouais, ben oui. Ça se ferait Mais c'est là où, tu sais, je pense que il y a plein d'approches complémentaires possibles de ce texte-là. Toute la richesse du texte est là, mais l'essai comprend aussi
une dimension poétique qui est enracinée dans souvent quand je fais lire Arthur Buis, souvent je vais faire lire des poèmes de la même époque. Ça arrive de temps en temps que j'y vais avec du Octave Crémazie puis du Louis Fréchette. Oui, oui, je fais ça. Donc, ces gens-là écrivent pas tout seuls dans leur coin, là, évidemment, qui ont tout un univers. Mais tu penses à quel poème, par exemple, Hélène, lesquels t'enseignes en même temps, ou comment, du Roland Giguère, c'est quoi, qu'est-ce que tu vas aller chercher, Ouais. ouais? Oui, j'allais dans Roland Giguère, L'âge de la parole, là, puis La Pointe, le réel absolu Ah ben oui. aussi. Ouais. Ah ben oui. Puis c'est super riche pour comprendre la nature. Ben, c'est parce que pour moi, Refus global, c'est comme un texte surréaliste sous plusieurs égards. Donc, c'est comme ça qu'habituellement, je l'enseigne, en mettant aussi en relation avec les textes de Gauvreau, là, comme Caroline l'a décrit tantôt. Ouais. Moi, je le faisais un peu dans le temps où j'avais des cours de 103, toute la littérature québécoise, donc avant que ça arrête en 1960. Je pourrais peut-être y revenir dans la future mouture de notre 102, mais je le faisais un peu autrement. Moi, je le faisais en parallèle avec Miron et Speak White dans la perspective du manifeste. Donc, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que moi, je lisais la poésie de Miron et Speak White de Lalonde comme appartenant à une poésie manifestaire, identitaire. Et donc, c'est comme ça que je faisais le lien avec plutôt la poésie des années 60. Mais assurément, il faudrait que je me replonge là, dans Giguère, La Pointe et tout. Puis, je fais aussi justement là, des liens davantage, moi, avec Gauvreau, la poésie de Gauvreau. Euh, mais le caractère fragmentaire aussi de Refus global, qui est un texte qui se lit un peu comme, ça, comme de la poésie, donc, le lien se fait tout à fait. D'autres questions? Oui, Karine? En fait, c'est une question que je vais relayer qui est dans la conversation depuis un certain temps, une question de Charles Gilbert qui vous demande si vous abordez les sources théoriques de Bordua et si oui, lesquelles? Aïe, aïe. C'est une sacrée question. Moi, je l'ai fait une fois quand j'enseignais le texte là, comme œuvre à analyser la dissertation. Puis, tu sais, ça fait partie des choses que j'ai trouvées très, très, très difficiles à enseigner. J'ai trouvé que là, je perdais les étudiants. Pour être franc, je trouve ça super intéressant. Je pense que spontanément, moi, je vais me diriger vers là. Il y a tout un arrière-fond idéologique, même, je dirais, métaphysique, voire mystique, hein, qui est très, très présent, même dans la correspondance de Bordua autour ben oui, tu sais, on évoquait avec Claude Gauvreau, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. La discussion est d'une richesse incroyable entre les deux. Autour de ça. Puis même après aussi, c'est vraiment intéressant. Mais je pense que dans un contexte collégial, moi, je ne vais pas là. Je l'ai fait une fois, puis je ne le refais pas. Ouais, je suis désolé là, d'être aussi. Mais je pense qu'il y a des impératifs pédagogiques. Tu sais, quand j'enseignais à l'université, j'y allais, go, pas de problème, on a du temps, puis beaucoup moins de travail de contextualisation à faire, mais c'est les limites du collégial, je pense. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est pareil pour moi. C'est que si je pouvais donner un cours de 45 heures uniquement sur Refus global, peut-être que je le ferais. Mais il y a une réalité qui est qu'on doit passer tant de temps sur ce texte-là. Et aussi, j'aurais aimé ça peut-être faire des liens entre mon cours 102 et mon cours 103 où on aurait pu parler de Breton, par exemple, et de l'admiration qu'ont les automatistes pour le surréalisme. Mais là, ça devient compliqué parce qu'évidemment, si je n'ai pas les étudiants pour les deux cours, je ne sais pas, moi, ce qui a été enseigné dans le cours précédent par mes collègues. Donc là, je suis obligée de reprendre trop loin. Ça devient très, très complexe. Alors, c'est un peu par manque de temps, mais effectivement, dans un cours universitaire, ça aurait pu être intéressant de faire ça. Donc, M. Gilbert a justement la main levée. Peut-être qu'il pourra nous orienter vers des textes qui. Donc, je vous laisse la parole. Non, pas du tout. Je suis pas un spécialiste de Refus global, mais je l'ai relu justement pour un événement autour de François Sullivan récemment. Puis je l'ai relu et oui, vous avez complètement raison. Je l'ai relu et j'ai lu un
un autre texte, je ne sais pas le texte que j'avais lu, c'est absolument hallucinant. Et moi, la dimension qui m'est apparue tellement forte, c'est la dimension philosophique ou mystique, etc. Pour moi, oui, la dimension poétique a toujours été mise en avant, mais au fond, c'est un texte quand même argumenté, très argumenté. Oui, un collage, mais un collage de toutes sortes de pensées. Et ce que je trouve, peut-être que j'ai besoin, je ne suis pas un spécialiste, j'ai peu lu, puis j'ai cherché quand même, mais jamais on parle des apports de Nietzsche mais il y a quand même vraiment un fond. Là, on voit qu'il y a un ensemble de lectures qui sous-tendent ça. Puis je trouve que qu'est-ce qu'il dit? Je suis d'accord avec Étienne pour dire que les choses nous échappent. Mais qu'est-ce qui est dit? Il y a des choses fondamentales qui sont dites là, sur la critique de la raison. En même temps, cette critique de la raison, on peut aussi la questionner. Je trouve que sur le fond, c'est important d'essayer de voir qu'est-ce que dit ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on s'en tient un peu à la réaction, que c'est un texte réactif, mais c'est un texte qui propose des choses. Cette question de l'unité que tu as lue, moi, ce passage-là m'a aussi complètement frappé sur « Nous avons perdu notre unité ». Je trouve que pour parler aux étudiants, je comprends, c'est pas en faire une chose universitaire, mais il me semble que aborder cette affaire-là de l'unité, c'est quoi cette unité qu'on a perdue? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et c'est tellement fondamental, je pense qu'il faut rentrer dans le contenu. Il faut rentrer dans le contenu de ce que dit Bordua parce que ça nous permet de penser ce monde qu'on est en train vraiment de démolir. Enfin, voilà. Si vous avez des pistes pour moi sur les sources, en tout cas, je voudrais vraiment lire qu'est-ce qu'a lu Bordua, qu'est-ce qui est derrière ça, parce que c'est un tricotage absolument incroyable de lecture. Et je trouve souvent, malheureusement, on parle de ce texte comme s'il sortait ex nihilo, comme s'il n'avait pas lu, comme si... Et ça, c'est très triste. Je trouve c'est comme si on pensait qu'on avait inventé quelque chose tout d'un coup, et c'est pas vrai. Ça s'inscrit dans un... C'est un lecteur, Bordua, c'est très clair, puis c'est des discussions de groupe aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment curieux, moi, de l'approfondir de ce côté-là pour mieux montrer le Bordua lecteur. Mais je pense que Sophie peut vraiment, vraiment répondre à cette question-là de manière hyper compétente. Là. Moi, juste avant que Sophie prenne la parole là-dessus, je veux juste dire, moi, je me suis intéressé beaucoup à cette question-là parce que je suis vraiment d'accord. C'est un texte hyper riche d'un point de vue, moi, je le vois dans le sens de l'essai. C'est un essai très, très, très plein de propositions, pensées, idées, des fois même contradictoires, mais c'est justement ce qui est intéressant. C'est justement ce qui est fascinant dans ce texte-là. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, beaucoup, c'est son lien à son maître, Osias Leduc. Tu sais, quand il fait une critique de la raison, c'est clair qu'Osias Leduc n'est pas loin, il est en arrière, puis c'est une perspective complètement chrétienne. Mais c'est une et là, il s'est opposé à Osias Leduc après le manifeste. Avant, il est encore dans la foulée. En fait, il va même chez lui. Ça a été vraiment une symbiose de leurs pensées, de leurs œuvres, de leurs aspirations. Puis, rien n'est noir ou blanc. Parce qu'oublions pas qu'Osias Leduc, c'est celui qui fait la couverture du Nigog. Fait que tout est quand même ambivalent. Puis souvent, dans leur lien entre Bordua et Leduc, on voit que le plus tourné vers le passé, des fois dans leur lien, c'est Bordua. Dans leur référence, dans leur... je pense, entre autres, à la formation en Europe qu'ils ont eue. Ils sont allés dans des ateliers qui sont clairement orientés du point de vue chrétien. Je pense à Maurice Denis, je pense à c'est ce genre de choses-là. Donc, tu sais, ça reste super riche et plein. En tout cas, moi, comment je vois ça, c'est comme si on était la conscience, je vais dire des choses, la conscience nationale au moment où cette rencontre-là se fait est à la croisée des chemins. Là. C'est vraiment un moment carrefour où on voit toutes les influences très maritains, qui est vraiment pas loin. Il y a Teilhard de Chardin qui pousse très fort dans le discours de Bordua. Il y a, en tout cas, puis je laisse la parole à Sophie là-dessus parce qu'elle va répondre de manière tellement plus compétente que moi à ces questions-là. Mais je veux dire, tout est là dans ces questions
que Bordua soulève. L'art, pour lui, devient beaucoup plus qu'une simple expression de l'individu, comme on réduit souvent. Puis, c'est la pointe là, de l'individualisme. C'est beaucoup plus que ça. Là. Il y a une dimension, la surréalité qu'il appelle est clairement d'un ordre mystique et clairement d'un ordre spirituel. Là. Et c'est là tout le paradoxe de Refus Global. On le fait lire comme quelque chose qui met fin à la question de la spiritualité, alors que c'est les deux pieds dans la spiritualité. Là. Voilà. J'arrête là parce que je suis parti. Merci, Étienne. Bon, finalement, j'ai pas tant de choses à ajouter. Je me suis beaucoup intéressée à la réception de Refus Global, ce qui vient avant, moins. Donc, je suis un peu, en effet, les lectures de Bordua, j'ai lu là-dessus, mais encore, j'ai pas retenu. Mais bon, le mouvement dont Étienne parlait là, avec Martin, bon, la revue Esprit, Emmanuel Mounier, donc c'est le personnalisme chrétien. Ça, c'est essentiel, puis c'est la revue Gog aussi. Donc, ça nourrissait les intellectuels du Québec de cette époque-là. Ben, la dimension de l'unité, c'est la question du monisme qui a beaucoup intéressé Claude Gauvreau. Donc, cette idée-là de ne pas séparer le rationnel et l'émotionnel, le sensible et la raison. Donc, quand on a perdu notre unité, c'est parce qu'on a donné de la priorité à la raison puis qu'on a oublié le reste. Donc, il y a cette volonté-là de réunir ça donc dans la plénitude des dons individuels. Fait que, oui, donc, je l'évoque avec mes étudiants, mais c'est ça, dès que j'arrive là, je dis, bon, là, on commence à rentrer dans un cours de philo, je me sens moins à l'aise. On va revenir au texte, mais j'avais participé il y a quelques années, mais en 2018, en fait, là, à une semaine, et là, je veux dire, merci. Est-ce qu'il y a des profs du Cégep Garneau ici? Donc, je les remercie infiniment. Une semaine refus global au Cégep Garneau, où il y avait des... Oui, Étienne, tu étais là aussi, hein, c'était des profs de philo, de français, d'histoire de l'art. Donc, et là, justement, on avait tellement des éclairages différents sur un texte, dont des profs en sciences humaines qui rejoint toutes les disciplines. Et on est chacun dans notre... j'ai beau prôner la pluridisciplinarité, ma lecture est d'abord une lecture littéraire avant d'être une lecture philosophique. Mais je trouve que c'est ça. Il faut lire collectivement Refus Global pour en tirer tout ce on pourrait en tirer. Là. Merci beaucoup. Il y a aussi beaucoup de clés de lecture, comme tu l'as évoqué, Étienne, on peut aller lire, il y a beaucoup de correspondance qui est disponible aussi. Là, la correspondance de Gauvreau, entre autres, là, est quand même très intéressante et éclairante, je dirais, sur certains aspects du refus global et de la pensée qu'avaient ces artistes-là et de leurs influences et de leur lecture. Ils parlent beaucoup de leur lecture dans la correspondance aussi. Donc, il y a peut-être des petites clés là, intéressantes à aller chercher. Je rêve d'une édition où on retrouverait toute la correspondance de tous les automatistes, là, mais bon, ça, c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé, malheureusement. Alors, il faut aller chercher à la miette, hein? C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre question. J'avais une autre... C'est une sacrée idée, Caroline, pour un éditeur, ça. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, ou pour un colloque ou quelque chose comme ça, faire dialoguer les correspondances d'une année entre différents... bon, bref, on est parti. Ça peut mener loin, ce genre de discussion. Claudine, tu avais une question? Oui. Vous m'entendez? Oui, alors vous avez tellement brassé d'idées, ça se peut que je sois un peu, je sais pas, un peu éparpillée, je suis surstimulée. J'ai appris vraiment plein de choses. Merci à vous de partager tout ça avec nous. Là. C'est fort apprécié. Au cœur des quenouilles, c'est la première fois que j'entends ce titre, puis là, je vais me garrocher tantôt. Mais en fait, puis en plus, ça m'a donné l'idée, moi aussi, de faire des exercices à partir du refus global. Étienne, t'en parlais, Sophie, tout ça. Puis, comme je suis vraiment plus dans le domaine de la poésie normalement et de la performance, je trouve qu'il y a comme deux endroits dans le refus global qui sont super ouverts à ça. Les peurs de, puis place A sont des listes qu'on pourrait initier dans une classe. Peur de quoi? Puis si chaque étudiant réussit à trouver une peur qui lui est propre, ben au final, la classe pourrait avoir un ensemble de peurs qui seraient énumérées un peu à la manière là, de la liste
qu'on retrouve dans le texte. Puis aussi, la mise en scène. Étienne, tu es en édition. Comment tu présentes ça? Parce que c'est quand même un texte qui, il fallait vraiment avoir le goût du risque pour le publier et le mettre sur la place publique. Puis moi, c'est cet enjeu-là et ce risque-là, je trouve qu'il est intéressant pour un jeune de 17 ans ou de 18 ans parce que on a encore cette témérité-là qui existe, là. Et comment tu vois ça, cette mise en scène-là, cette édition-là, la diffusion? Ça serait ça ma question. Ouais, moi, je me suis posé souvent là, comme éditeur. Ouais, j'ai même sollicité des jeunes pour qu'ils m'en écrivent un. J'ai fait ça. Avec plus ou moins de succès, je dois avouer. Tu sais, mais j'ai vraiment essayé, là, par exemple, tu sais, à un moment donné, il y a, tu sais, là, je révèle des choses, là, mais tu sais, j'ai vu une lettre dans le devoir d'une étudiante qui était à l'UQAM à l'époque, qui s'appelle Rachel Lamoureux. Non, c'est pas l'amoureux. En tout cas, bref, Rachel, oui, quelque chose comme ça. Elle a fait une lettre où elle se référait au refus global. Puis, tu sais, j'ai carrément écrit, puis je lui ai dit, est-ce que ça te tente d'essayer d'en faire un? Moi, je te suis, j'y vais avec toi. Tu sais, allons-y. Puis le projet a complètement foiré, là. Ça s'est perdu, ouais, ça s'est perdu dans des considérations de tout ordre, là. Tu sais, ça a pas, tu sais, puis je trouve que c'est très symptomatique d'aujourd'hui. La prise de parole manifestaire est très, très, très difficile. Je veux dire, tu sais, avant d'être éditeur, moi, j'ai animé une revue littéraire pendant 18 ans qui s'appelle Contre-jour, qui s'appelait, en fait, parce qu'elle est décédée. Ouais, comme toutes les revues, un jour, ça finit par décéder, puis tant mieux, tu sais, il faut que les choses tournent. Puis, ben, on s'est fait reprocher pendant tellement d'années de ne pas avoir eu de manifeste. Fait que quand on est arrivé au numéro 40, on a dit, ah oui, vous en voulez des manifestes? On va en faire 40. Donc, c'était juste un numéro avec 40 manifestes, mais c'était drôle parce que c'est comme si la seule manière de pouvoir poser une parole manifestaire, c'était collectivement, tu sais, puis toute la gang ensemble. Faire ce que Bordua a pu faire, même dans le contexte collectif, puis avec poussé par les jeunes loups qui étaient en arrière. On sait toute l'anecdote là, de Riopel pas content du texte, etc. Ben, ce genre de choses-là, je veux dire, c'est suicidaire. Aujourd'hui même, je ne suis pas convaincu qu'il y a qui que ce soit qui aurait l'audace de le prendre, même à la manière de, j'ouvre une parenthèse, là, à la manière dont le milieu littéraire est structuré aujourd'hui, je pense que c'est impossible. C'est une chose qui est assez étonnante parce qu'on se dit, mon Dieu, tu sais, Caroline, tu l'évoquais tout à l'heure, mais non, c'est un monde où la censure n'existe plus. Attends une minute, c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est un monde dans lequel c'est pas tout qui peut se dire, croyez-moi. Comme éditeur, je fais face à un paquet de problèmes. Tu sais, à peu près à chaque publication, on a même maintenant des avocats dans la maison d'édition pour prévoir l'usage de tel mot. Puis on a des relectures de chacun des textes qu'on publie pour être sûr de ne pas se faire poursuivre pour quoi que ce soit. J'irais jusqu'à dire peut-être que c'est paradoxal, hein? C'était peut-être plus possible à l'époque de Bordua de faire un manifeste comme ça que ça l'est aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais merci de la réponse. Mais surtout que là, c'est plus. Là, tu as répondu plus dans un milieu éditorial, mais si on regarde par rapport à une classe, mettons, par rapport à des étudiants, le faire sous forme de fanzine, le faire sous forme d'exposition, ou le faire sous forme de petites prises de parole ou de mini cabaret, ou de. Est-ce que. Parce qu'évidemment, modestement, hein, on ne peut pas non plus réinventer le monde comme ça. Mais c'est plus dans ce sens-là que je voulais te poser la question. Étant que tu es éditeur, est-ce que tu sensibilises les étudiants à ça, cette possibilité-là de diffuser? C'est quoi? Non, puis ça me donne vraiment l'idée de le faire. Puis merci de la suggestion, je vais carrément l'intégrer. Non, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, que ça peut être vraiment intéressant, cet aspect-là. Tu sais, il y a une prise de risque complètement folle du point de vue, tu sais, les éditions Micromite, là, ça, tu sais, ça n'a pas vécu longtemps, puis c'est pas pour rien. Tu sais, il y avait une prise de risque maximale qui était là. Puis, ouais, n'importe quel éditeur d'aujourd'hui va dire non, non, je fais pas ça, je veux mes subventions. Tu sais, je sais pas. Je dis quelque chose là, de complètement fou, mais imaginons là, quelqu'un qui se met à lancer un mouvement, je sais pas, là, qui va heurter la conscience de tout le monde ou à peu près dans le milieu. Il est clair qu'il se fait barrer. Il est clair que, pas juste la prise de parole, mais Ouais. plus de subventions, plus de relations, plus d'invitations dans les salons du livre, plus C'est ça.
On pourrait C'est faire quand même. le refus de la CAQ globale. Oups! Ouais. Ben, écoute, mais merci de ta réponse. Puis d'ailleurs, je voulais comme aussi poser une question à Caroline, en fait, lui parler de le regard féministe dont tu parlais tantôt. Moi, je fais un lien avec, bien évidemment, la femme qui fuit. J'ai la possibilité de le faire dans un cours. Puis de la difficulté qu'ont eu certaines femmes et certaines familles à vivre au lendemain de la publication puis de la diffusion de ça. Est-ce que tu en tiens compte aussi? Parce que c'est sûr qu'il y a des femmes qui ont signé, mais à quel prix? Ça donne que j'ai passé du temps avec Françoise Sullivan. J'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec elle. Un moment vraiment privilégié. Et c'est drôle parce qu'elle m'a dit, oui, on en a payé le prix, mais celui qui en a payé le plus le prix, c'est Bordua. C'est ce qu'elle dit toujours. Moi, je suis toujours impressionnée de voir qu'elle a des étoiles dans les yeux quand elle parle de Bordua, puis elle l'appelle le maître. Tu sais, je l'appelle encore comme ça. Oui, je l'ai entendu dire ça. Et elle semblait me dire que de son côté, étant donné qu'ils étaient très jeunes, ce qu'elle disait surtout, c'est moi, c'est ma famille qui m'a tombé dessus, là, mais mon père était tellement frustré, ça, mais pour le reste, elle a continué de travailler, mais ils se sont beaucoup comme exilés dans le travail. Ils sont allés ailleurs. Puis elle dit, bon, ben moi, parce que je faisais de la danse, on dirait que c'était moins pire. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas subi tant de conséquences par rapport à ça. Mais là, je ne peux pas parler pour, évidemment, les autres qui ont signé Refus Global. Ça a été quoi les conséquences sur leur vie? Ça, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a certainement eu quelques conséquences à certains niveaux, là. Merci. Je peux rebondir, en effet. Donc, les conséquences sur les autres, ça fait partie du mythe, là, cette espèce d'idée qu'ils ont été ostracisés et tout. C'est repris dans La femme qui fuit parce que c'est un roman, mais il faut quand même nuancer. À part Bordua, les autres, justement, Françoise Sullivan avait déjà fait une carrière en partie, en tout cas, avait fait des cours aux États-Unis et tout. Elle va retourner au studio de Francesca Boas. Il y avait des job-ins, là, ils travaillaient chez Henri Tranquille, notamment. Donc, sur le plan de leur statut social, ça n'a pas eu un gros impact. Puis au contraire, à partir des années 60, ça va leur ouvrir les portes de plein d'institutions. Là. C'est un peu le contrepartie de la censure, c'est qu'au final, ça nous donne plus de visibilité et plus une espèce d'aura par la suite. Je voulais revenir aussi sur la dimension matérielle. Là, Claudine, tu parles des fanzines. Je pense que ce serait tellement pertinent parce que j'ai parlé de la dimension orale du texte, mais quand on évoque le recueil, cette dimension matérielle-là me tient particulièrement à cœur. Là, on l'associe souvent parfois au livre d'artiste, le premier livre d'artiste au Québec ou un des premiers. C'est tout aussi le paradoxe, là, si on revient avec le milieu éditorial. Au 75e anniversaire, l'idée de republier le recueil est revenue. Ça revient de temps en temps. Puis on me pose toujours la question parce que j'ai travaillé sur le recueil. Il y a la question des droits, mais de ce que j'en sais, c'est pas ça qui est le plus problématique dans le sens. Mais ça pose la question de sous quelle forme on republie Refus Global. Tu sais, ça reste que les textes du recueil n'ont pas tous bien vieilli, puis même le texte de Bordua, on pourrait dire à certains moments qu'il n'a pas nécessairement toujours bien vieilli, ou en tout cas, il y a des problèmes de compréhension. Donc, il faudrait un appareil critique, mais là, un appareil critique, c'est de dénaturer la forme du manifeste. Donc, soit on trouve un éditeur artisanal qui nous fait 400 copies, puis là, on est content d'avoir respecté l'esprit des automatistes, mais si on en fait une édition critique avec des notes de bas de page, on va complètement contre cet esprit-là, mais ça devient un document super utile pour les chercheurs. Là. Donc, moi, j'ai les correspondances publié au PUM chez Bibliothèque du Nouveau Monde, c'est pour des chercheurs, c'est extraordinaire. Mais à chaque fois que je m'imagine Refus Global dans ce format-là, j'ai un petit frisson Et donc, ça pose problème. Mais en classe, le faire sous forme, des petits textes sous forme de fanzine, justement, ça nous plongerait dans l'esprit. En tout cas, et moi, avec ma lecture collective en classe, j'imagine que ça pourrait devenir une lecture publique dans un cabaret. Claudine, on en reparlera. Mais éventuellement, c'est ce genre de choses que je pense qui, justement, nous permettent de mieux comprendre le texte parce que nous permet de mieux comprendre l'esprit des automatistes aussi. La dimension collective, pluridisciplinaire, performative, ça fait partie de ça.
Donc, je vois qu'on a perdu quand même pas mal de joueurs en cours de route. Je ne sais pas si Marcel, Karine et les membres du LIREL vont beaucoup m'en vouloir de divulgacher quelque chose, mais on parlait d'écrire des manifestes, hein, de genre de choses-là qui peuvent nous inspirer. Je vous annonce en primeur, ceux qui sont là, que si vous assistez à notre journée d'études du 11 janvier, vous aurez droit au manifeste du LIREL qui est en préparation. Vous y retrouverez quelques échos à Refus Global. Donc, on s'amuse beaucoup en ce moment au LIREL à écrire notre manifeste. Voilà. Donc, preuve en est que c'est toujours agréable d'écrire des manifestes, même si on ne peut peut-être pas les publier, les diffuser, ou en tout cas, s'il faut peser nos mots parfois. Nous, on ne sait pas. Bon, nos attaques ne sont pas très, très dangereuses de toute manière, donc on ne s'est pas tellement censuré. Voilà. Donc, je terminerai la rencontre ici, justement en vous invitant à suivre nos prochaines activités. Donc, la journée d'études du LIREL qui aura lieu le 11 janvier sous le thème, là, je vais ressortir mes petites notes juste pour être sûr de ne pas le déformer, sont ici. La formation générale en littérature au Cégep, si on en revisitait la pertinence, défense et illustration d'une expérience littéraire réinventée. Donc, c'est le 11 janvier. Sur place, ça sera à l'Université de Montréal et en ligne. Le programme est presque prêt, là, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas dans l'organisation cette année, mais il vous sera communiqué bientôt. Puis, un prochain relais renseigné peut-être à la fin du printemps. Peut-être sur Maria Chapdelaine, c'était dans nos cartons. Donc, il faudra relancer les gens, mais ça sera peut-être autre chose. Mais Maria Chapdelaine est dans nos cartons, Étienne, puis peut-être qu'on on te réinvitera aussi à en parler éventuellement Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça donne. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir été là et au plaisir de vous reparler et de vous revoir bientôt. Bonne journée!